Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 quarts. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 quarts. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. On s'est enfin débarrassé d'Ombrage et avec la manière, bravo Hermione. Mais le temps presse parce que Sirius est toujours retenu prisonnier au ministère par Voldemort, donc chaque seconde compte pour nos héros. À moins que tout ça ne soit qu'un piège, que va-t-il se passer une fois sur place pour la mission de secours ? Le département des mystères porte bien son nom parce que c'est là que se trouvent toutes les réponses. Pour franchir avec nous ce labyrinthe énigmatique et dangereux, on reçoit une invitée auditrice en la présence d'Astrid. Salut Astrid, comment ça va ? Ça va très bien, merci, et vous ? Bah oui, ça va. On survit à la chaleur. Voilà, nous on est un petit peu après la guerre, un peu plus pour nous que pour toi Astrid. Voilà, j'espère que ça a été pour tout le monde. Ça va là, tu souffres pas trop de la chaleur ? Non, ça y est, là ça va mieux. Enfin, la semaine a été difficile, mais là, le week-end est plus frais. Bah ouais. Et nous en Normandie, on était un peu les irréductibles gaulois jusqu'à la fin. On a eu une toute petite fenêtre de canicule, mais gérable, je pense, par rapport au reste de la France qui ont souffert pendant quelques semaines. Mais si vous nous écoutez en hiver, cet hiver 2026, ou plus tard, ça permet peut-être de vous réchauffer, de nous entendre parler de grosses chaleurs. Ou dans le futur, quand il fait 55 degrés partout et que c'est devenu la norme, mais tu oui. sais. Oh non, mais ça va, ils ont eu que 40 degrés, les petits joueurs, Quoi ? franchement, et après ils se plaignent. Ils ont pas la clim alors qu'il fait 60 degrés de moyenne. Ah, les naïfs avant. Oh là là. Non, on n'espère pas en arriver là quand même. Oh là là. Ouais. Mais bref, on est toujours là, toujours debout, toujours vivant comme Renaud pour ce chapitre. En tout cas, 34. mercredi, pour ton live, tu l'étais pas. Non, j'ai dû annuler le mercredi. En plus, nous, on enregistre dans une petite grotte sous les toits, là. Donc, c'était un peu compliqué. En plus, je me suis tapé un mal de dos de trentenaire vieillard. Bref. Pour la 3e année consécutive. Là, ça va un peu mieux. Et justement, c'est un plaisir de te recevoir, Astrid, pour la suite de notre lecture. Le chapitre 34, pour te présenter aux auditeurs et auditrices, comment tu as découvert Harry Potter et puis comment tu as découvert le podcast. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es parmi nous ? Alors, j'ai découvert Harry Potter quand j'étais en CM1, donc j'avais 9-10 ans, puisque je suis de la même génération que vous. Et en fait, ma maîtresse de CM1, à la fin de la journée d'école, elle nous lisait un chapitre de ce super livre qu'elle avait découvert, qui s'appelait Harry Potter. Et moi, j'ai adoré tout de suite. Et du coup, en rentrant chez moi, j'ai dit à ma mère, maman, il faut absolument que tu m'achètes ce livre, c'est génial et tout. Et c'est comme ça qu'est née ma passion pour Harry Potter. Et j'ai lu tous les livres, j'ai eu cette chance de grandir et d'avoir à attendre la sortie des livres. Et de lire, j'ai lu les 2 premiers avant la sortie du premier film. Incroyable. Voilà. C'était vraiment un peu comme toi, et ça ne Marina. m'a jamais quitté. Ouais. Comme Marina, tu as eu la chance de découvrir la lecture avant le boom de la sortie au cinéma du premier film. Est-ce que vraiment c'est si rare que ça ou pas ? Je sais pas. Des gens de notre âge, beaucoup, non. quand même. Ouais, surtout si vous étiez des enfants qui lisaient. Moi, c'était pas mon cas, c'est pour ça que je suis passé entre les mailles, hélas. Mais en plus, grâce à l'école, c'est trop cool ça. Des profs qui ont senti le truc avant que ça devienne un phénomène de pop culture. Bravo à ta maîtresse. Ouais, big up à Madame de Coulanges. Je ne pense pas qu'elle nous écoute, mais... Madame de Coulanges. Ouais. Ça serait incroyable qu'on reçoive un MP de Madame de Coulanges. Quand même. Ce serait dingue. Voilà. Et puis alors, la fréquence, eh bien, en fait, c'était pendant le confinement, au moment donc du Covid, où j'ai eu besoin de me replonger dans un univers à la fois qui me permettait de m'évader et à la fois qui me donnait du réconfort. Et donc, j'ai relu les livres à ce moment-là. Et puis, je me suis dit, mais j'aimerais bien trouver un podcast, un truc à écouter sur Harry Potter. Et j'ai d'abord trouvé le podcast, qui était déjà terminé. Mais j'ai d'abord écouté tout le podcast. Et donc, après, je me suis branchée sur la fréquence 9 3 quarts et me voilà. Le podcast, ça s'accroche à son rocher. Ça va. Alors, peut-être moins maintenant, parce que la plupart des épisodes ont été censurés par Spotify à cause de la musique. Donc, je pense que c'est un peu moins le cas des gens qui voudraient se lancer à écouter du podcast Harry Potter. Je pense qu'on est un peu moins visible qu'avant. Mais, après, s'ils viennent voir la fréquence, il y a les liens PodCloud. C'est PodCloud, je crois. Non, c'est SoundCloud.
Ouais. Ils sont toujours dispo. Et en vrai, les autres applis sont pas impactées, hein. C'est que sur Spotify pour le moment, mais ça arrive d'arriver sur les autres applis, parce que, ouais, on mettait la musique d'Edwige, Balek. au début, donc maintenant les bots, ils nous censurent tout. Bon, bref. Mais voilà, sachez que vous pouvez retrouver les épisodes effectivement, en tout cas sur SoundCloud. Ouais. Bah, c'est cool ça. Ça fait longtemps que tu es fan, ça veut dire, hein? Ouais. Tu quel âge, Astrid, sans indiscrétion? J'ai 35 ans. Ouais, on Ah est bah voilà. Ouais. Je exactement suis le de même âge. la team 91. Ouais. Quel mois? Avril. Avril. Juin. Ah bah, pile entre nous deux. Tu vois, c'est les poupées russes un peu. Ouais, c'est ça. Et après toutes ces années à être fan, si tu devais sélectionner tes préférences, c'est-à-dire un livre préféré, un film préféré et un personnage, est-ce que c'est facile pour toi ou est-ce que c'est un peu plus c'est délicat, ça change tout le temps? Ta préférence À à toi. moi. Je l'ai Alors, modifié j'en profite pour vous dire que j'adore vous entendre chanter. À chaque Ah. fois, ça me met en joie. Que ce soit les renommages en musique ou les petits moments chantés, ça me fait toujours très plaisir. Mais maintenant, c'est compliqué parce que là, avant de faire ta préférence. Est-ce que c'est à Patrick toi, Bruel ou pas? Attends, qui chante ça? Julien Clerc, est-ce qu'il est OK? Ouais, c'est ça. Je crois à peu près. Mais là, on le dit, il est OK le 28 juin 2026. Après, peut-être qu'il ne sera plus. Mais sur le moment, il était OK. Pas toi, Juju. Bref, oui. Pardon. Oui. Tes préférences, ça c'est. Alors, mon personnage préféré, ça a toujours été, je crois, Sirius Black. c'est Mais la je première crois que fois, ça. C'est pas c'est souvent. surtout parce que en fait, ce que j'adore chez Sirius, c'est la relation en fait qu'il a avec Harry. En fait, j'étais tellement heureuse que Harry retrouve un parent, et donc également, vous vous en doutez, tellement triste quand il l'a perdu. Pour moi, c'est la pire mort de la saga. J'en suis toujours pas Un remise. chapitre près, on y était, Ouais. Astrid. Wow, on a eu chaud. Que je me suis dit, oui, grosse injustice pour Harry, je trouve. Mais voilà, j'aime beaucoup ce parrain, ce parent un peu éloigné, mais qui veille sur lui. Puis il a un côté un peu badass, Sirius, donc j'aime bien. Et du coup, mon livre préféré, c'est le 3, évidemment, parce que Sirius arrive, et aussi parce que je me souviens, j'aimais beaucoup le fait que, et c'est toujours le cas, que ce livre-là sorte un peu de l'intrigue générale. C'est le seul où il n'y a pas Voldemort. Ouais. Il se passe un peu autre chose. On découvre le passé de Harry à travers ses parents, et j'avais vraiment bien aimé cette petite parenthèse. Et mon film préféré, en revanche, ce n'est pas le 3. Wow. Ça reste le 1, en fait, Ouais. parce que c'est mon côté Madeleine de Proust. Ce film, je sais pas combien de fois je l'ai regardé petite, je connaissais par cœur. Et je me souviens, en fait, quand j'étais allée le voir au cinéma, sortir et me dire, mais c'est exactement comme ça que j'imaginais Poudlard, que j'imaginais Hagrid, que j'imaginais McGonagall. J'étais tellement heureuse que ça ait respecté mon imaginaire que du coup, ça reste mon film préféré. J'ai toujours plaisir à le revoir. Je comprends, très bon choix, très bon choix. Et c'est vrai que Sirius Black en personnage principal, il ressort pas forcément, mais à contrario, Qu'il est ça un peu reste un personnage particulier, quoi. Il est aimé très, des fans. Ouais, il est aimé, mais il est contrasté. très complexe, quoi. Très complexe. Ouais, il a aussi plein de défauts, Ouais. mais c'est pour ça aussi que j'aime bien. Ouais, je comprends tout à fait. Et on n'oublie pas ta maison de Poudlard, surtout que là, les Patronus nous ont rejoints exceptionnellement sur YouTube le temps que Patreon refonctionne. Donc là, on se ferait assassiner en live, c'est bon, on a repris le format live. Quelle est ta maison? Je suis une fière Gryffondor. Ah Ça faisait longtemps, tiens. Ouais. Depuis toujours? Voilà. Ouais, voilà, j'ai ma petite. Ouais, depuis toujours. Ah J'ai là ma là, petite gourde. la tasse contre la gourde. Il faut être sur Patreon pour voir ce phénomène. Mais aussi, j'ai mangé un peu d'avoine pour me couper la faim pendant le. Enfin, bref, j'explique ma vie. Mais donc, du coup, j'ai mangé des flocons d'avoine dans la tasse Poufsouffle aussi, parce que je sais que j'ai une petite ascendance Poufsouffle, peut-être. Voilà. Elle est belle, la tache jaune en plus. Bah oui. J'aime bien le jaune de Poufsouffle. Oui, c'est vrai. Moi, j'adore le bleu de Serdaigle. En fait, je trouve les vêtements, les pulls et tout, Serdaigle, trop, trop beau. Et rien que pour ça, je me dis, je suis bleu de Serdaigle. Je sais pas si en live, t'avais déjà montré ton fanion. Ouais, j'ai le fanion que vous pouvez retrouver au studio. La couleur est très belle et la matière est très sympa. Mais l'histoire de ce fanion, il est quand même incroyable. Vas-y. Premièrement, Story time. Il l'a acheté à... Bah, au studio. Ouais, dans au la studio. boutique. D'abord, après les visites au studio, on était dans la boutique
Et bon, il hésitait, j'ai dit: «Bah, vas-y, fais-toi plaisir, prends ton fanion et tout ça». Et nous sommes rentrés à l'appartement. Pas de fanion. Non, c'est pas ça. Si, Si, tu l'as oublié. Ah non, mais oui, je l'ai oublié, mais au Airbnb. Au Airbnb. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais venir, pas de fanion. Et en Ouais. fait, il l'avait oublié au Airbnb. Mais Jérémy est tellement timide dans certains moments que je lui dis: «Écris au Airbnb pour savoir s'il est bien au Airbnb et peut-être qu'ils vont te le livrer». Ouais, Il ne l'a mais jamais bon, fait. non, ouais. Donc 1 an plus tard, je commande à nouveau à la boutique des studios le fanion, je lui offre. Il oublie qu'il a eu comme cadeau le fanion. Et un jour, je lui dis: «Mais tu n'avais pas un fanion serre d'aigle?» Il fait: «Ah bah oui, mais je ne sais pas où il est». Heureusement, il l'avait mis en haut d'un placard. J'avais oublié Complètement. que tu me l'avais re-offert. Du coup, Franchement, on aurait vraiment dit que t'en avais pas envie de ce fanion. alors que je parce- l'adore, il est tout le temps devant moi, il est en face de moi. Enfin voilà. Et en tout cas, il est en face de Jérém, ça y est maintenant. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un de très content à Londres dans le Airbnb qui a trouvé un fanion serre d'aigle et qui a dû faire un heureux, je pense. Ou alors c'est devenu un Mm. Airbnb thématisé Harry Peut-être qu'ils Potter. l'ont laissé. Ouais, Parce c'est qu'en ça. plus, en attendant, mais en même temps, le mauvais plan, tu l'avais accroché derrière la porte de La la chambre porte, ouais, c'est pour qui ça. était Ah ouais. refermée et c'est ça. Et en fait, la porte, elle est restée ouverte tout le long qu'on a replié nos bagages et tout. Et voilà, c'est comme ça que le fanion est Si resté vous sur allez la dans porte. un Airbnb à Londres et vous voyez Et ça à se votre trouve, il y porte est de chambre, toujours. il y a le fanion serre d'aigle, c'est Ça se nous, trouve, il y est toujours. c'est le nôtre. J'aurais posé ma marque comme ça à Londres, dans un appartement. Ouais. Mais non, mais moi j'aime bien aussi le bleu de ma maison, mais parce que j'aime bien les couleurs sombres. Donc en fait, je trouve que le bleu et le noir, parce qu'en fait tout est noir et avec la déclinaison de la couleur de la maison, les capes, etc. Et du coup, le bleu et le noir, j'aime bien la fusion entre ces deux couleurs-là. De toute façon, c'est notre maison, on l'adore. Chacun revendique sa maison, c'est normal. Après, j'ai un très très beau pull Gryffondor que j'aurais adoré mettre, mais là, ce n'est pas de saison. Non. Donc, Non, là, non, c'est plutôt les t-shirts, les petits débardeurs. Mais voilà. étrangement, je trouve que c'est des couleurs qui correspondent aussi au caractère majoritaire à travers les valeurs qui sont revendiquées dans chaque maison. Donc, je serais curieux de savoir si, par exemple, il y a quelqu'un qui se revendique de Gryffondor à 100%, mais qui déteste le rouge, par exemple. Ouais. Bah, le Ou- rouge, c'est pas quelque chose que je porte. Ah ouais. Ouais, non. Bon, bah, il a pas fallu chercher très loin. Marina, c'est En bon l'enquête. vêtements, c'est pas. Non. Ok. Ah, moi, pour le coup, je mets pas mal de rouge, ouais. Ah ouais. Bon, bah voilà. C'est opposé. C'est peut-être pas une vraie Gryffondor au fond. C'est ça. Bon, ça y est, le passeport Potterhead est complété. Sauf Cher l'after Patronus. show. Et pour l'after show, vas-y, si tu peux l'annoncer. Ouais, Sri, tu nous as proposé un after show sur le thème des livres audio Harry Potter, parce que je crois que tu es assez attaché aux livres audio. Notamment aux derniers là, Aux qui derniers. sont sortis, qui m'ont ravi. Ouais, et ben on va en parler un petit peu. Puis c'est vrai que quand tu nous as proposé ça, on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas fait de thème d'after show encore, alors qu'on en parle souvent. Donc voilà, on va passer un petit peu dans un podcast bonus pour les abonnés sur Patreon. On va revenir un petit peu plus en détail sur nos ressentis, etc., sur les livres audio Harry Potter, les nouveaux là en full cast en anglais, mais aussi sur ceux qu'on connaît en français. Tout à fait. Allez, anneaux sombrales qui nous attendent pour un vol express vers Londres. Accrochez-vous bien pour le décollage. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Chapitre 34. Le département des mystères. Alors, retour dans la forêt interdite avec nos deux trios, le Golden et le Silver, comme on avait vu, et bien sûr, avec les Sombrales. Harry monte sur la créature la plus proche et tente de trouver la meilleure des positions, ce qui n'est pas forcément évident. Neville et Luna s'installent eux aussi sur des Sombrales, mais Ron, Hermione et Ginny n'ont pas encore bougé. Bah oui, comment on fait pour monter, nous? Parce que c'est vrai que c'est déjà pas facile pour Neville, Luna et Harry, mais c'est encore moins évident pour eux parce qu'ils ne voient rien. Luna descend de sa monture pour venir les aider, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Puis elle revient sur son sombral. Une fois que tout le monde est prêt, Harry ne sait pas trop quelle est la démarche à suivre. Alors il dit d'une voix hésitante à son sombral Ministère de la magie? Entrée des visiteurs à Londres? Au moment où Harry se dit que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut s'y prendre avec un sombral, le sombral déploie ses ailes et décolle rapidement dans les airs. En un instant, il se retrouve à survoler Poudlard et en jetant un regard en arrière, il aperçoit ses 5 camarades qui le suivent. Alors, on l'avait déjà dit, mais on a l'action de Hermione, Ron et Ginny qui montent sur leur sombral et qui, eux, ne voient pas les créatures. On en avait déjà parlé, mais
ça doit faire extrêmement bizarre quand même de faire ça. Cette sensation de monter sur un truc invisible, puis surtout de voler ensuite dans les airs à je sais pas combien de mètres de hauteur. En plus, même visible, je volerais pas comme ça dans les airs. Oui. C'est pas possible. Ouais, non, moi non plus, j'ai le vertige, donc je n'imagine même pas ça. Sans selle, ils peuvent glisser à tout moment. Et là, en plus, sans rien en dessous, enfin, c'est un peu délirant. Je pense qu'en fait, on sous-estime le danger qu'ils prennent là. Parce que déjà, on va le voir tout à l'heure, mais pour Harry, le vol est compliqué alors qu'il a l'habitude de voler, mais il a mal aux jambes, il sait pas trop comment s'accrocher. Mais alors, ça a dû être un enfer pour les autres, quoi. Ouais. Et notamment pour Hermione, Ginny et Ron qui ne voient pas les créatures. Mais globalement, dans le monde sorcier, ils n'ont pas trop conscience du danger comme nous, en fait. Non, non. Parce que pour eux, bon, bah oui, on prend un petit risque, mais ils sont constamment en train de se mettre en danger de mort quand même. C'est ça. Après, c'est le système des enfants aussi. Enfin, c'est le système des enfants. Les enfants, ils connaissent pas la peur comme nous, on la connaît. On n'a pas la notion de danger, plutôt. Vite fait, anecdote, séjour au ski. Je prends des cours de ski parce que je ne sais pas skier. J'avais quoi, 27 ans. J'avais jamais été à la montagne. Donc évidemment, on y va avec des amis. On est les 2 seuls, quasiment la seule à pas savoir skier. Je prends un cours et franchement, c'est très humiliant parce que, bah, j'ai détesté ça déjà et je me suis dit: «Si je glisse, je n'arrive pas à m'arrêter, je me casse la jambe» et là, après, je vois toutes les conséquences qu'il y a derrière de cette jambe cassée, alors que j'étais à la même descente que les tout petits, vraiment, de 3-4 ans, qui passaient face à moi dans leur combi trop classe, leurs lunettes de soleil trop classe, à 4 ans et qui descendaient même sans les bâtons devant moi, genre comme ça et Ouais, moi les j'étais gamins, oui. et j'étais par terre, j'étais là et j'ai fini par me mettre sur le côté et pleurer au bout d'une demi-heure sur 1h30 de cours de ski avec des amis. Voilà! En fait, je pensais trop au danger. Ouais. Je pensais trop aux conséquences, en fait. Et puis, j'avais trop peur. Je suis désolée, Ouais. la glisse, le ski, ça fait trop peur. Mais pour dire que les enfants, ils pensaient pas ah tiens, bah, il faut que je m'arrête. Ouais, mais si je m'arrête pas, ça fait quoi? C'est aussi l'innocence de l'enfance aussi. Et de Oui, l'adolescence, peut-être. et l'inconscience. Ouais. L'inconscience, Ouais. ouais, merci. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est important sur certaines pratiques, certaines disciplines, d'habituer les enfants très tôt. Parce que c'est là où, en fait, oui. Comme les bébés nageurs et tout. Oui, voilà. La nage, Mm. enfin tout ce qui va être peur, les peurs qu'on peut développer plus tard. C'est bien, ouais, parce que t'as un peu plus casse-cou. Enfin, tu te poses moins de questions, tout simplement. T'as Ouais, moins c'est vrai. d'instinct de survie, quoi. Donc ouais. Moi, c'est pareil que toi, Marina, pour le ski. J'ai eu exactement la même expérience, donc je comprends entièrement. Je suis restée bloquée sur une piste Ah en me ouais. disant non, en fait, je ne peux pas descendre. Je ne peux Mm. pas, je ne peux pas. J'ai fini par descendre en escalier, tu sais, là, sur le côté Ah des ouais, skis, ouais. parce Ouais. que je pouvais Et vraiment même pas les glisser. chaussures sont des tortures, les gars. Comment vous faites pour marcher avec ça? Enfin, j'ai des photos dossiers où franchement, Jérémy, il a dû bien se Bah, J'arrivais même plus à atteindre, vous savez, le magasin où on rend ses skis. oui, oui, ça a pris J'en 10-15 avais minutes. tellement. Il y avait une plaque de verglas devant. Je fais, on va jamais la franchir. Et moi, je pleurais, je fais, c'est pas grave, j'ai les pieds nus, j'abandonne tout et je rentre. Et pour rappel, ce sont des vacances coûteuses. Au ski. Merci, Orage, le ski, c'est surcoté, je suis Oui, oui, totalement le ski, c'est d'accord. surcoté. Rien n'est confort. La montagne, c'est magnifique. Mais le ski, la pratique du ski, c'est Ah surcoté. ouais, la pratique du ski, c'est surcoté. Je suis désolée. Il faut avoir les moyens d'avoir un super équipement des skis à toi et tes bottes à toi. Et encore, je suis pas sûre. Mais par contre, on approuve la marche et on approuve prendre un verre On approuve la raclette. La raclette, au sommet On approuve la de la fondue. montagne, là. Prendre un Oui. petit verre et regarder juste la montagne. Ouais, on Et approuve ensuite, la raclette, la piscine, quand il y a une piscine dans le chalet. On Voilà. approuve le Ouais. télécabine pour manger sa raclette Enfin, du coup, à voilà. plusieurs milliers de mètres d'altitude. Ça, c'est OK. j'ai La digression, mais voilà. Ouais. Mais non, puis c'est vrai que finalement, les sorciers sont un peu comme des enfants là-dessus. C'est-à-dire que on l'avait déjà évoqué, mais sans doute que les sorciers n'ont pas le même rapport au danger et au danger de mort, sachant que à l'infirmerie de Poudlard, on le voit bien, mais une jambe cassée, c'est rien. Madame Pomme-Fraîche, elle te répare ça en 2 secondes. Du coup, je pense que ça peut expliquer pourquoi aussi ils ont l'air casse-cou et qu'ils ont moins peur que nous, pauvres petits moldus, parce qu'ils ont des moyens de réparer leur corps. Enfin, Oui, mais du Harry coup, se fait repousser tous ses os. Oui, mais ils respectent moins leur corps, alors ça veut dire. Ouais. Parce que si c'est pas parce que c'est facilement soignable que tu dois pas respecter ton corps et le faire souffrir en même temps. Ouais, bah, message à tous les sorciers qui nous écoutent. Respectez un peu plus votre corps. Soyez à l'écoute de votre Le corps. corps est un temple. Ouais.
Bon, la nuit tombe petit à petit, tandis que les sombrales poursuivent leur vol à une vitesse impressionnante. Harry se raccroche à l'idée que tout va bien pour Sirius. Autrement, il l'aurait forcément ressenti à sa cicatrice, comme la nuit où il avait vécu l'attaque sur Monsieur Weasley. Harry est de plus en plus frigorifié. Ses jambes sont douloureuses, mais il n'ose pas desserrer son étreinte par peur de tomber. C'est ce qu'on expliquait, hein. C'est-à-dire que lui, en plus, il voit, mais il a quand même peur. Au bout d'un long moment, le sombral plonge soudainement vers le sol. Un cri derrière lui indique que les 5 autres sombrales suivent la même trajectoire que le sien. Il lance un rapide regard pour vérifier qu'il n'y a personne qui chute dans le vide, mais non, tout va bien. Là, je me suis dit à ce moment-là, j'imagine Harry qui se dit là aussi, non mais si quelqu'un tombe de son sombral, je le ressentirai à ma cicatrice. Et en fin de compte, il arrive tout seul à Londres, tout le monde s'est écrasé par terre, et Sirius, il est mort depuis longtemps. Parce que c'est un peu Harry qui a la conf quand même à ce moment-là. Mais Ouais. il se raccroche à un espoir. Ouais. Bon, Harry plonge dans les lumières de Londres qui se rapprochent rapidement. Il distingue bientôt le haut des immeubles, les phares des voitures, puis soudainement, le trottoir. Ils vont s'écraser, c'est sûr, mais non. Le sombral freine sa course d'un coup pour se poser en douceur près de la cabine de l'entrée visiteur du ministère de la Magie. Harry voit ses 5 amis atterrir à leur tour. Ouf. Ron est particulièrement secoué et il se promet à lui-même de ne plus jamais refaire la même chose. Tu m'étonnes. Luna, elle, semble être complètement dans son élément, comme si c'était une première étape de vacances, après tout. Elle demande à Harry où ils doivent aller désormais, et Harry les conduit tous dans la cabine téléphonique. Bref, Koh-Lanta 2026, mais Luna, c'est Clarisse. Je sais pas si vous suivez Koh-Lanta, mais en gros, elle s'appelle Clarisse et elle arrivait à l'épreuve d'orientation. Elle s'est perdue pendant 2 heures Ah oui. et elle arrive, elle va dans le coin et elle trouve le poignard en même pas 1 heure. Et elle se presse pas, elle s'est pas pressée pendant 2 heures, elle s'est pas pressée. Et puis, en fait, elle a fait toute son aventure un peu comme ça, incroyable. C'est un peu une Luna peut-être. Et des fois, à fuir le stress et à rester cool, ça te permet en fait d'être plus clairvoyant, de parvenir plus rapidement à ton objectif. Ouais, mais ça, je pense que faut que ça fasse partie de ta personnalité de base, je Oui, pense. oui. D'arriver à fuir le stress en permanence. Bah, Luna, voilà quoi. C'est une performance, hein. C'est un exemple pour tous, Luna, Ouais. là-dedans. C'est ça. Il y a une petite formulation que j'avais bien aimée, que je trouve assez jolie, quand les sombrales atterrissent, où J.K. Rowling écrit qu'ils atterrissent avec la douceur du nombre. Et je trouve ça super beau comme image, et en plus, par rapport aux sombrales, je trouve ça hyper parlant. Et voilà. C'est des animaux très énigmatiques, mais trop beaux, je trouve. À chaque fois qu'on paraphrase le texte, comme on le fait sur des descriptions de ce genre-là, on se trouve toujours un peu nul parce que c'est vraiment très bien écrit. Alors, on peut pas utiliser les mêmes métaphores et tout. Elle a toujours cette petite métaphore ou comparaison, image qu'elle va imprégner comme ça à travers son écriture et qui sont toujours très parlantes pour dégager une action, une émotion, une couleur, etc. Enfin, ouais, c'est presque poétique la façon dont elle a de décrire ce vol à d'autres sombrales. Moi, je me suis prêté à un petit exercice sur ce trajet de Sombral. En fait, je me suis amusé à calculer cette distance entre Poudlard et le ministère de la Magie. Parce que, on l'avait évoqué en fin de chapitre dernier, mais on valide un peu trop rapidement, je trouve, en tant que lecteur, le fait qu'il voyage entre Poudlard et le ministère de la Magie comme ça, d'autres Sombral, sur une page, même pas. Parce que si on réfléchit 2 secondes, ils partent de l'Écosse et ils vont jusqu'à Londres. Le ministère de la Magie, ça se trouve à Londres. Alors, on ne sait pas où exactement se trouve Poudlard, mais j'ai pris comme référence le film. Donc, si on part du principe que Poudlard se trouve là où ils ont implanté le décor dans les films, c'est-à-dire à Glenfinnan dans les Highlands, en Écosse, qu'on va visiter avec Marina dans pas longtemps. Ah oui, ça y est, cette semaine, on arrête ça. La Ouais. chance. Ouais, on y va le mois prochain, ça va être trop bien. Donc, si on part du principe que c'est dans les Highlands écossais, donc vers Glenfinnan par exemple, et le ministère, il est à Whitehall, au cœur de Londres, ça c'est un peu plus facile, alors ça ferait une distance à vol d'oiseau, j'ai calculé vol d'oiseau, hein. Une distance de 689 km, et si vous y allez par la route, par exemple, ça fait 844 km, pour une durée d'environ 10 heures et 15 minutes sans pause. Donc, il traverse le pays, vraiment, hein, c'est pas une petite distance ici. Et donc, si on fait un petit calcul
vitesse, temps, distance. Par exemple, dites-moi, à votre avis, ça dure combien de temps ce vol-là, quand vous lisez le texte combien de temps ça a duré dans votre imaginaire 1 heure, 2 heures. 1 à Moi, 2 heures moi j'aurais dit j'aurais dit 3 heures, moi. 3 heures. Ok. Ouais. On va partir sur 3 heures qui est... oui, c'est déjà beaucoup 3 heures quand même sur un sombral que la moitié d'entre eux ne voient pas. Si ça a duré 3 heures ce trajet, ils ont eu une vitesse moyenne de 229 km/h sur leur sombral. C'est quand même plutôt pas mal. 229, hein, c'est l'autobahn hein, pendant 3 heures. Et Marina, t'as dit entre 1 et 2 heures. Mais oui, mais dans mon esprit. Mais... Alors, Là. en 2 heures, il faut une vitesse moyenne de 344 km/h à dos de sombral. En gros, c'est une vitesse de F1. Hein. Voilà, à peu près. Bah, après, Oui, on mais sait pas, le hein, c'est corps pas du précisé. sorcier est plus résistant, donc il peut peut-être aller à cette vitesse. Et en 1 heure, là, bon, voilà, 1 heure, 689 km/h. Donc, si vous pensez qu'ils avaient mis 1 heure, c'est à peu près... Mais j'ai même calculé, genre, si on pense que ça fait 6 heures, et là, quand tu lis le texte, clairement, ça prend pas 6 heures. Parce que le soleil se couche, ils n'arrivent pas non plus à l'aube au ministère de la Magie. Mais admettons même qu'ils mettent 6 heures, on est quand même à une vitesse de 115 km/h. Vitesse moyenne, c'est ce qui serait quand même important déjà. Un peu plus réaliste, mais dans le texte, c'est clairement pas le cas. Ils mettent pas 6 heures. Bref, donc voilà, je me suis amusé à ça. C'est un petit TGCM, peut-être. Oui, Oui, c'est ça. Ta gueule, c'est des maths. Donc ça serait TGCDM. Bon, tous les 6 parviennent tant bien que mal à se tasser dans la cabine téléphonique. Et Harry demande à la personne la plus proche de taper les chiffres 62442. Le fameux code pour Magic, évidemment, en anglais. La même voix féminine qu'au jour de l'audience résonne alors, leur demandant leur nom et l'objet de leur visite. Harry donne leur 6 noms complets et en guise d'objet de visite, il dit simplement qu'ils sont venus, je cite, sauver quelqu'un, à moins que votre ministère puisse s'en charger à notre place. Étrangement, la voix répond « Merci ». Puis 6 badges glissent dans le réceptacle du combiné. Sous chacun de leurs noms est indiqué « Mission de secours ». J'aime bien ce genre de petits détails humoristiques. Ça fait très humour british, je trouve, Oui. ce genre de petits détails. Ouais. J'aimerais qu'il y ait ça, ce système, une voix automatisée, un peu une IA pour tout ce qui est préfecture, organisme, étatique, genre CAF et tout ça. Et genre, t'exposes ton problème, mais en mode what the fuck. Et après, te donne ton petit ticket avec le motif et tu le donnes au conseiller. Tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je me suis demandé quand même, moi, je suis très très nulle pour retenir les chiffres, mais Harry, il a eu une fois en tête ce code quand il allait à son audience. En plus, il était un petit peu stressé quand même par le contexte. Et des mois plus tard, dans un contexte à nouveau très stressant, il se souvient sans problème Oui, du je suis code. d'accord. Il est quand même très fort. Et c'est dommage qu'il ait une mémoire sélective et qu'il se souvienne pas qu'il a eu un super cadeau de son parrain, par exemple. Mais voilà. Je suis partie 1 semaine en vacances, je suis revenue, je ne savais plus le code d'entrée. Ah bah, Je m'en rappelais plus. comprends, moi, je J'ai retiens vraiment jamais le code de déconnecté et Dumbledore. je savais plus. Je fais ah mince, en fait, je sais plus comment je rentre. Ça a duré 15 jours, t'as pas pu rentrer pendant 15 jours C'est après. Non, mais c'est vrai ça. Hein. Il se souvient d'un code de 62442 de septembre. Par contre, à Noël dernier, le cadeau que lui a offert Sirius. Voilà. Merci Astrid d'avoir pointé ce détail. Ça m'énerve encore plus. La cabine s'enfonce dans le sol et les sombrals qui fouillent la benne à ordures disparaissent de leur champ de vision. Puis, l'ascenseur arrive bientôt dans un atrium désert. La voix leur souhaite une agréable soirée en ouvrant la porte de la cabine. Harry sort en premier, la baguette en main, et les autres le suivent. La lumière est tamisée et le seul bruit provient des jets d'eau de la fontaine d'or. D'un pas rapide, Harry les conduit vers les ascenseurs principaux. Une cabine apparaît aussitôt et sa grille s'ouvre dans un bruit métallique qui résonne dans tout l'atrium. Tout le monde entre, puis l'ascenseur entame sa descente après que Harry ait appuyé sur le niveau 9. Harry se dit que, le jour de son audience, il n'avait pas remarqué à quel point les ascenseurs étaient bruyants. Il craint que quelqu'un remarque leur présence ici, surtout que le lieu est étonnamment vide. La voix annonce « Département des mystères » et la grille rouvre. Harry conduit le groupe dans le couloir et au bout se trouve la fameuse porte noire. Avant de l'ouvrir, il suggère qu'il serait peut-être plus prudent que 2 personnes restent devant pour faire le guet, mais Ginny fait remarquer que ça ne servirait à rien parce qu'il serait impossible de sonner l'alerte.
et tout le monde est toujours aussi motivé à le suivre jusqu'au bout de toute façon. Sans d'autre choix, Harry franchit la porte accompagné de ses 6 compagnons. Ginny, là, je trouve, elle a quand même bien la bonne répartie. Elle fait plaisir. C'est vraiment la Ginny des livres qu'on aime, quoi. Oui, parce que je pense que là, Harry, quand il dit « ce serait bien qu'il y en a 2 qui fassent le guet », je pense que c'est un moyen aussi de peut-être mettre de côté 2 personnes, comme ça il prendrait peut-être moins de Mm. risques, il se dit ça. Parce que c'est vrai que Ouais. c'est un peu bête, parce que s'ils sont à des kilomètres de là, comment tu veux sonner l'alerte? Mmh. Et puis on voit qu'elle est vraiment déterminée, Ginny, Mm. comme les autres. Là, c'est la badass, la vraie Ginny, en fait. Ouais, c'est Exactement. ça. Et puis c'est elle qui a pas peur de tenir tête à Harry aussi. J'ai pas l'impression que Ron et Hermione lui rentrent au dedans comme Ginny le fait déjà dans le tome 5 là. Ouais, c'est vrai. Même Hermione, elle lui rentre quand même souvent dedans à Harry, mais Ouais. à la manière, un peu d'une sœur. Ouais. Et Ginny, elle va le faire, vraiment comme une pote, mais voire plus, en fait. Je sais pas comment dire. Il y a des amis avec qui on va plutôt être, un peu la protectrice et on va lui rentrer dedans, mais d'une manière un peu, Efficace. efficace, en fait. Ouais. Et puis aussi, je pense que Harry, il ose moins réagir face à Ginny que Hermione et Ron qui s'en prennent plein quand même, là, surtout Ouais. dans ce livre-là. Et en fait, il est un peu étonné, je pense, quand ça vient de Ginny. Il a moins Mmh. l'habitude. La petite qu'il a connue, là, sur le quai de la gare, toute timide, c'est une jeune femme avec un caractère affirmé, mais en même temps, Harry se dit: «Je vais pas trop l'envoyer bouler parce que c'est quand même la petite sœur de mon meilleur ami. Alors je sais pas ce qui va se passer après». Puis elle va m'envoyer un sortilège de chauffe-furie dans la tête. C'est clair. Comme dans ses rêves, ils se trouvent maintenant dans la grande pièce circulaire avec plein de portes autour d'eux. Des chandeliers aux flammes bleues, placés entre chaque porte, éclairent faiblement la pièce. Au moment où Neville, le dernier arrivé, ferme la porte noire derrière lui, un grondement retentit et le mur circulaire avec toutes les portes tourne sur lui-même. Les chandeliers deviennent des lignes bleutées, puis le mur s'arrête de tourner pour revenir à la normale. Hermione, qui a agrippé le bras de Harry sous la peur, lâche son étreinte. Ron demande à quoi ça rime, et Ginny se dit que c'est sans doute pour les empêcher de savoir par quelle porte ils sont entrés. Elle a évidemment raison. Harry ne sait pas quelle porte il doit franchir, et il ne reconnaît pas non plus celle par laquelle ils sont entrés. Neville se demande comment ils vont pouvoir sortir, mais pour Harry, la priorité c'est avant tout de trouver la pièce aux lumières brillantes qu'il a vue dans ses rêves. Sortir, on verra après, quoi. Ils n'ont pas le choix, il faut les tester une par une, ces portes, jusqu'à tomber sur la bonne. Il s'approche de la porte en face de lui et la pousse. Il se trouve dans une pièce rectangulaire, éclairée par des chaînes d'or au plafond. La pièce est vide et en son centre se trouve un grand réservoir aux parois de verre, qui ressemble à une piscine assez grande pour eux tous. Sauf qu'à l'intérieur se trouve un liquide vert foncé dans lequel flottent des objets blancs étranges. Luna pense reconnaître des larves d'Aquaverius, me demandez pas ce que c'est, mais Hermione la coupe. Non, ce sont des cerveaux. Et effectivement, les objets ressemblent bien à des cerveaux d'un blanc nacré qui fascinent tout le groupe. Mais Harry fait remarquer que ce n'est pas cette pièce-là qu'il a vue dans ses rêves de toute façon, et qu'il ferait donc mieux de revenir en arrière. Harry se sent palais qui viennent de voir des piscines de cerveau. Là, pour le coup, ça y est, Harry, il n'a qu'une idée fixe. Il ne voit plus rien autour. Même De- si, on va voir sur la pièce d'après. Ouais. De retour dans la pièce circulaire, et avant qu'il ferme la porte derrière eux, Hermione a un bon réflexe. Avec le sortilège Flambios, elle trace une croix enflammée sur la porte. Dès que la porte se referme, le mur circulaire tourne à nouveau et cette fois, une lueur rouge accompagne les traits de lumière bleue. Harry félicite Hermione pour cette bonne idée, puis il se dirige vers une autre porte dès que le mouvement s'arrête. Elle m'angoisse, cette pièce est horrible. Ouais. Ouf. Elle est pas dans le film, alors que je trouve Non. ça très visuel. Ouais, et très horrifique. Parce que rien que de l'imaginer, on se sent... j'ai perdu le mot. Oppressé. Moi, je me sens Oppressé. hyper Ouais, oppressée. c'est ça. Rien que de l'imaginer. Alors dans le film, ça pourrait très bien donner une scène horrifique. Mais globalement, toutes ces pièces, elles sont très angoissantes, je trouve. Ça porte bien son nom, mais plus que mystérieux, pour moi, c'est le département des angoisses, quoi. Oui. Ah ouais, clairement. Ouais, puis c'est un peu à la mode dans l'horreur actuellement, vous savez ce qu'on appelle les espaces liminaux.
C'est-à-dire ces grands espaces vides, qui sont étrangement vides justement. Moi, toute la partie où ils descendent dans les sous-sols du ministère et qu'il y a personne, alors que c'est normalement un endroit qui est blindé de monde, bah, le fait qu'ils soient seuls, ça crée cette espèce Après, les de minots, dissociation. c'est plutôt des couleurs, très neutres, tu pas de motifs, tu pas le Ouais, ouais. ministère, moi, j'imagine des pierres, des choses comme ça. Ça correspond Mais pas des trop grands au espaces vides quand même, tu ouais. vois? Genre, c'est étrangement immense et vide, quoi. Et là, sur la pièce circulaire, alors, je pense que la pièce tourne parce qu'ils sont pas censés être là, mais ça me fait quand même, rigoler ça me fait rire de me dire que peut-être, les langues de plomb, c'est pareil et du coup, je m'imagine le quotidien d'un langue de plomb qui travaille Ouais. au ministère, qui travaille au département des mystères et qui est là en mode, «Bon, bah, allez, lundi 9h, tu et toutes les» Oh là il fait: «Oh ah. putain, je sais pas laquelle prendre comme d'hab. Ah d désolé Jean-Mi, c'est pas là que je voulais Tu aller». commences ta journée, tu es arrivé à 8h au ministère, tu commences ta journée, il est 15h. Tu sais, tu fais 2 heures du bois. Ah, il est 17h, bon allez, let's go. Ah non, 15h30. Bah non, je vais rentrer chez moi parce que j'ai pas envie de rentrer à 20h, le temps de sortir et tout. Bah Sophie, c'est à cette heure-là que tu Bah oui, mais non, je suis là depuis 9h moi. Aïe, aïe, aïe. Cette pièce est encore plus grande que la précédente. Des gradins surplombent une grande fosse en pierre comme un amphithéâtre. Au centre, sur un socle, se trouve une arcade qui semble avoir traversé les époques et qui entoure un étrange voile noir déchiré qui ondule légèrement comme si quelqu'un le touchait. Harry appelle Sirius, mais personne ne répond. Il descend les gradins, puis, une fois parvenu en bas, il fait le tour de l'arcade qui semble beaucoup plus grande vue de près. Hermione, qui s'est arrêtée à mi-chemin, dit d'une voix effrayée qu'il devrait s'en aller. Mais Harry, lui, n'a pas peur. Cette mystérieuse arcade l'intrigue, d'autant qu'il entend comme un murmure qui provient du voile. Les autres n'entendent rien, à part Luna qui s'approche elle aussi. Harry s'exclame qu'il y a des gens dedans, il les entend. Mais Hermione lui répond que c'est impossible, en tentant de l'éloigner du voile par le bras. Ils sont venus chercher Sirius, et le temps presse. Le nom de Sirius fait sortir Harry de son hypnose. Il recule de plusieurs pas et suit Hermione qui guide désormais le groupe jusqu'à la salle circulaire. En inscrivant un autre X enflammé sur la porte, Hermione dit qu'elle n'a aucune idée de ce qu'était ce voile, mais que c'est sûrement dangereux dans tous les cas. La pièce tourne comme d'habitude, puis Harry se dirige à nouveau vers une porte sans inscription. Mais lorsqu'il tente de l'ouvrir, cette dernière lui résiste. Hermione tente un Halo Homora, sans succès. Harry sort alors le couteau de Sirius. Mais là aussi, c'est un autre échec. Pire même, puisque la lame du couteau fond lorsque Harry cherche à forcer l'ouverture. Vous oubliez de dire quelque chose, non? Tous les Bah deux, non, je vois mais ça. pour revenir sur la salle du voile, parce que c'est vrai que c'est une séquence très mystérieuse et d'ailleurs, Hermione qui dit, bah, qu'elle sait pas ce que c'était, mais que c'était sûrement dangereux. Encore aujourd'hui, on est un petit peu dans la même position qu'Hermione ici en tant que lecteur-lectrice parce que le voile sera jamais réellement expliqué, pourquoi il est là, de quoi il s'agit. Il y a plein de théories, mais pas d'informations vraiment qui nous sont données, dans les livres en tout cas. Après, on a quand même l'impression, on voit à qui, ça parle plus Mmh. qu'à enfin, ça parle à certains personnages plus qu'à d'autres, cette arche et ce voile. On voit que Harry et Luna, ils sont particulièrement sensibles, que Neville et Ginny sont assez fascinés aussi à un niveau moindre que Harry et Luna, mais du coup, moi, ma petite théorie, c'est quand même que, c'est d'abord, quand on a vécu une mort traumatisante, en Mmh. fait, une mort qui n'est, entre guillemets, «pas dans l'ordre des choses», c'est-à-dire, par exemple, Harry et Luna qui perdent leurs parents beaucoup trop jeunes, hem et donc du coup, qui font que ce traumatisme leur donne peut-être, un lien à la mort particulier et donc à cette arche, mystérieuse et heu et dans le cas de Neville et Ginny, pour moi, c'est aussi parce que c'est quand même des traumas aussi qu'ils portent avec eux. Ben, Neville, le fait que ses parents enfin, ce que ses parents ont vécu et du coup, ça fait quand même qu'il a un bagage certain et Ginny, ce qu'elle a vécu pendant la deuxième année de Harry, enfin son quand elle était possédée par Voldemort, je pense que ça laisse des traces aussi et pour moi, il y a un truc qui est lié, voilà, au traumatisme, qu'on a pu vivre. Ouais, non, je suis assez d'accord avec cette théorie.
façon, on le voit bien. Alors, je sais pas si Neville dit entendre quelque chose. Luna, en tout cas, c'est sûr que oui. Et puis, on sait que bah, ils ont comme point en commun de voir les sombrales parce qu'ils ont vu la mort, etc. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Le fait qu'ils aient perdu des êtres Mm. chers dont ils ressentent le manque tous les jours, Ouais. ils sont peut-être plus sensibles à ce voile qui sépare le monde des vivants et le monde des morts, quoi. Et J.K. Rowling s'était un peu exprimée parce que, comme ce voile est mystérieux, on lui avait déjà posé des questions, notamment dans des live chats à l'époque. Vous savez, elle faisait beaucoup ça avec son éditeur Bloomsbury. Et elle avait précisé, justement, dans une interview, qu'on entend les voix ou pas selon qu'on croit au pouvoir de cette arche ou non. Alors, elle avait juste dit ça, mais est-ce que t'es pas plus apte à croire en son pouvoir si t'as vécu une mort traumatisante? Ouais. C'est quoi le pouvoir de l'arche? Je sais pas Ça veut exactement. rien dire, sa C'est phrase. c'est cryptique un peu ce qu'elle dit, mais je pense qu'elle veut pas trop expliquer en fait ce qu'est ce voile. C'est une espèce de. Moi, je vois ça comme une espèce de pont entre le monde des morts et le monde des vivants. Mais sachant que normalement, on est censé laisser les morts tranquilles aussi. Mm. Donc, Ouais. il y a quelque chose où, en fait, c'est pas une bonne chose de le traverser. Bah, on verra, hein, Sirius ne reviendra pas. Mais c'est ça qui. Après, ce que je me demande, c'est à quoi ça sert concrètement au département des mystères. Bah, c'est ça, ouais. Alors, Jean-Mi, quand il vient au bureau, qu'est-ce qu'il fait avec l'arche, quoi? Non, et puis quand il arrive à t'imagines. 15h au bureau, Non, mais imagine, il y a un homme de ménage, il doit quand même dépoussiérer l'alliance, enfin le socle et tout. Le mec, il trébuche. Ouais, voilà. Putain, c'est le 150e homme de ménage. il y a un turnover au niveau des Faudrait peut-être du qu'on arrête, personnel de qu'on ménage. bouge et puis qu'on ne dépoussière pas le truc. Ah mon balai, mais non, c'est le 4e, non. Mais non mais alors moi j'ai une petite théorie là-dessus, mais qui est pas la mienne, qui est une théorie qui a été pas mal développée, parce qu'on sait que chaque salle c'est un secteur dans le département des mystères et donc Il y a combien de salles en tout? alors là Il y en tu a me poses 7? une colle, mais ouais sans doute. Sûrement. Dans le 6 ou doute 7? 7. Mais que chaque salle est là pour faire des expériences. C'est-à-dire que les langues de plomb, ils travaillent, ce sont des chercheurs. Et donc là, très clairement, c'est la salle de la mort. Et donc, des chercheurs, enfin des langues de plomb, font des recherches sur la mort. Et on sait que c'est tout un enjeu dans le monde de la magie. Et c'est un enjeu pas seulement magique, mais aussi philosophique. On le voit bien que Dumbledore, qui dit qu'on ne peut pas survivre à la mort. Et c'est pour ça que tout le plan de Voldemort est vain de toute façon. Tu bascules forcément dans les forces du mal, etc. Mais ce voile est là. Et finalement, comme il est là, bah, on l'étudie. On fait des recherches dessus, on essaie de comprendre. On voit bien dans la description qu'en effet, de cette arcade avec le voile, que ça a l'air d'être très ancien. Enfin, la pierre, elle est fissurée. C'est vraiment marqué dans la description, comme si cette arche était là depuis toujours. Et je pense que c'est le cas. J.K. Rowling l'a pas vraiment expliqué. Alors, elle a juste dit que l'arche est aussi vieille que le ministère lui-même. Et je pense que ça nous donne une indication. Moi, je me demande si le ministère de la magie s'est pas bâti là parce que il y avait cette arche dans ce sous-sol-là et que c'est peut-être l'origine même du ministère de la magie. On a commencé par étudier cette arche et puis on a monté dans les étages au petit à petit pour construire ce qui est devenu le ministère de la magie. Et je pense que tout part de là, de cette arche mystérieuse. Alors après, pourquoi elle est là? Quelle est son origine? Ça, on ne le sait pas, on ne le saura sans doute jamais. Je pense, c'est ce que recherchent les langues de plomb qui étudient au département des mystères et dans cette salle en particulier. Désolée. Ouais, Je Marina juste- est en train de faire sa liste de courses. Mais non, mais non, Je non, plaisante, je mais plaisante. c'est en rapport avec, encore une fois, sa religion, ça me disait bien quelque chose. Selon une certaine croyance aussi, t'as 7 portes à franchir après la mort. Et t'as le fameux voile aussi. Il y a les 7 portes, t'as le voile, et dans la religion de J.K. Rowling, le voile aussi, c'est souvent utilisé pour parler du passage du monde des vivants au monde des morts. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien finalement avec tout ça Si. Alors, est-ce qu'il y a 7 salles ou est-ce qu'on a dit n'importe quoi? Bah, c'est dans le wiki. Il y a 7 salles? Ouais. Ouais, bah voilà. Donc, c'est ça. La salle aux 12 plus le portes, voile. la salle aux 12 portes, la salle de l'amour, la salle de l'espace, celle des prophéties, la salle de la mort, la salle des cerveaux et la salle du temps. Ouais, ça en fait 7. Ok. Ouais, ouais. De toute façon, il y a toujours le chiffre 7 et Ouais. puis l'histoire du voile aussi. C'est hyper mystérieux par rapport à sa religion. Et il y a tout ce questionnement du qu'est-ce qui se passe, du passage du monde des vivants, du monde des morts. Ouais. Et je pense que c'est très bien de pas l'expliquer dans le texte par la suite, ce qu'est cette arche, parce que de toute façon, c'est une recherche en cours. Et puis, c'est bien aussi qu'elle l'ait pas expliqué en tant qu'autrice. Faut Elle, pas tout expliquer, ça, c'est sûr. voilà, c'est bien parce que c'est sujet à interprétation encore Mm, mm. aujourd'hui, quoi. Et je crois que t'as plein de religions qui ont ces portes, je crois, Mm. et avec un voile.
La je pense que c'est plutôt ça. matérialisation, du Ouais. passage du monde des vivants à celui des Mm. morts. Ouais. Peut-être que finalement, c'était la préparation à Sirius vers ce qu'il attendait. Quelque chose comme ça. Bah là, clairement, on va y retourner dans cette salle. Mais ça sera pas Ouais. dans le chapitre là, ça sera dans le suivant. Voilà. Ron se dit que c'est peut-être la porte qu'il recherche, puisqu'elle est verrouillée. Mais Hermione fait remarquer que Harry parvenait à ouvrir la porte sans difficulté dans ses rêves. Et de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix que de continuer. Et quand Luna demande ce qu'il y a selon eux dans cette pièce secrète, Hermione répond d'un air ironique que ça renferme sûrement un gros truc à Baby, sans doute. La Sassy, Ça Hermione. si. Sassy. Elle peut pas s'en empêcher Ouais. de tacler Luna. Ça si Hermie. Le mur tourne et le groupe franchit une autre porte. Dès qu'il l'ouvre, Harry comprend. C'est cette pièce-là, c'est bon. En franchissant la salle pour de vrai, il a cette fois plus de temps pour observer ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois ses yeux accommodés aux lumières changeantes, il aperçoit des pendules de toutes sortes éparpillées un peu partout. Des bibliothèques jusqu'au sol. Un cliquetis incessant résonne de partout, ce qui rend Harry encore plus nerveux. Sur leur chemin, il tombe sur une cloche de cristal qui renferme un étrange phénomène. Un œuf minuscule lévite dans les airs. Plus il s'élève, plus sa coquille craque. Parvenu au sommet de la cloche, l'œuf se transforme en colibri avant de retomber tout en bas sous sa forme d'œuf à nouveau. Ginny, fascinée, est réprimandée par Harry qu'ils doivent se dépêcher, mais elle lui fait remarquer que c'est lui qui fixait la vieille arcade un peu plus tôt. Encore une fois. Ouais. Harry guide le groupe vers la porte qui se trouve derrière. Tout le monde tient sa baguette magique, l'air grave et déterminé. Harry ouvre alors cette dernière porte. Le hall de cathédrale est là, identique à ses visions, avec d'immenses étagères pleines de globes de verre qui prennent la poussière. Harry s'avance prudemment entre les rangées, à la recherche de celle qui porte le numéro 97. Il conseille à tout le monde d'avoir sa baguette en main au cas où. Harry essaye de ne pas penser au pire, puis au bout d'un moment, Hermione murmure « Rangée 97 ». L'allée est plongée dans la pénombre. Harry prend la tête et avance avec prudence en se chuchotant à lui-même que Sirius doit être là, tout près. Parvenu au bout de la rangée, il est forcé de se rendre à l'évidence. Sirius n'est pas ici. Harry parcourt d'un pas rapide les allées autour, devant l'air interdit de ses camarades. Il se sent de plus en plus honteux. Et s'ils étaient tombés dans un piège, en embarquant tout le monde avec lui? Après un instant, Ron l'appelle et Harry se précipite. Dans l'allée 97, Ron lui montre une des sphères poussiéreuses. Harry s'approche. Sur l'étiquette accolée au globe de verre, Ron a remarqué que le nom d'Harry apparaît. Et en effet, sur l'étiquette, il est écrit SPTAAPWBD, Seigneur des Ténèbres, et, point d'interrogation, Harry Potter. Ron se demande ce que le nom d'Harry fait sur ce truc, d'autant plus qu'il n'apparaît pas sur les autres sphères, uniquement sur celle-ci. Harry tend la main, mais Hermione et Neville lui déconseillent de toucher l'objet. Harry se dit qu'il y a son nom dessus, et puis le lieu est désert. Le seul moyen d'obtenir des informations, c'est peut-être de voir de plus près cette étrange sphère. Petite anecdote film, à ce moment-là, ce décor avec les sphères, avec les prophéties tout autour d'eux, etc. Il y a un truc particulier par rapport à ce décor dans le 5e film. Est-ce que vous savez à quoi je fais référence? Un truc particulier, c'est-à-dire C'est une première dans les films d'avoir fait quelque chose pour ce décor. d'avoir fait quelque Je chose. sais pas si vous avez déjà vu des images making-of du moment où ils sont dans ce décor des sphères, des prophéties. Non, je me souviens pas. Je vous le dis. Sans CGI, non? Exactement. En fait, c'est le tout premier décor 100% CGI. Ah, qu'ils ont. 100% CGI. Il y a, ils sont sur des écrans bleus. Ah, je disais 100. Ah, 100, 100, non, 100. Parce que Ah oui, non, non. là, c'est 100%, 100%. Ah ouais, c'est tout est virtuel. Voilà, ils étaient vraiment entourés de. Ouah, faut vraiment pouvoir de- s'adapter. Hein, Voilà, c'est ça. Voilà. Ça doit être tellement difficile. Moi, je n'imagine pas comment c'est faisable de jouer avec rien autour. Ça me paraît délirant. Et le pire, c'est quand ils doivent donner la réplique à des sortes de boules sur des bâtons avec plein de trucs. Ouais, ils étaient habitués aux effets ouais. spéciaux, mais là, c'est vrai que. Alors, il y a peut-être quelques bibliothèques, etc., ce qui est vraiment est le plus proche des acteurs. Ça se trouve, voilà, et c'est un mélange. Mais je veux dire, l'immensité de la salle, etc., vu comment c'est ample, etc., et puis que tout est détruit à la fin, Ils ont pas ils ont fait le parti autant, pris que de tout recréer ça virtuellement. Voilà. Ils ont pas fait autant
par exemple, dans la coupe du monde, quand il y a toutes les épreuves, le public, même je crois qu'il y avait Oui, beaucoup de bah, CGI avec, le qui stade de la prisonniers Coupe du monde de d'Azkaban. Quidditch, c'est du CGI évidemment, mais tu vois, là, c'est vraiment un décor où tu as des personnages qui vont déambuler à l'intérieur, tu vois? Genre, Oui, OK. c'est quand même c'était une technique nouvelle, pour les films Harry Potter, même si évidemment, il y a plein de passages avec des effets spéciaux qui sont partout dans les films Harry Potter, Mmh. avant ça, quoi. Et là, je me suis dit aussi sur, l'inscription qu'on voit, sur la sphère Ouais. SPTAAPWBD, en fait, on connaît le nom complet de Dumbledore, à ce moment-là. Donc un lecteur averti pourrait faire le rapprochement. Parce qu'on Ouais. sait qu'il s'appelle Albus Perceval, Wulfric Brian Dumbledore. Donc je me suis dit ça, mais faut Ouais. vraiment, se poser la question, poser le livre et se creuser les méninges. Mais c'est possible. Et du coup, moi, ça m'a permis d'apprendre que le deuxième prénom de Trelawney, c'était Patricia. Je ne savais pas. Oui, Patricia. SPT, ouais. Ouais. SPT, ouais, tout à fait. Patricia et le truc, on parlait justement des interviews et des live chats avec J.K. Rowling à l'époque. Et ben, on sait que c'est Patricia parce que, tout simplement, on lui a demandé. Mmh. Voilà, on lui a posé la question: «C'est quoi le prénom, PASPT pour Trelawney?» Elle a dit qu'elle s'appelle Sibylle Patricia. Voilà. Ça se trouve, elle avait pas du tout, Ouais, prévu et en interview, elle a fait: allez, Patricia, hop!» ouais, c'est Elle ça le s'appelle, Patricia. Popol. Ouais. Polly Pocket, ça s'appelle. Tu elle craque, elle dit un truc comme ça, et du coup, ça se retrouve partout sur les wikis après. Sibylle, Polly Pocket, Trelawney, et professeur Poudlard. Et après tu cherches, l'étymologie. Oui, parce que la Polly Pocket, en fait, tu veux Ouais, faire c'est des ça. prévisions, machin. Ouais, ouais, elle s'appelle Sibylle Patricia Trelawney pour ceux qui auraient oublié ce détail. Et je trouve ça, aussi, chouette de voir le petit point d'interrogation qui nous rappelle, que, Oui. enfin, si je me trompe pas, hein, mais que tant que la prophétie était pas réalisée, on pouvait pas savoir, de qui il s'agissait Ouais. et que ça aurait pu être un autre nom que Harry Potter, après. Mais le point d'interrogation est bien avant le nom de Harry Potter et pas Ouais. après. Ouais. Sa pomme rentre en contact avec le verre, mais rien ne se passe. Harry est presque déçu que rien ne se soit passé, déçu que tous les risques qu'il a fait entreprendre aux autres pour venir jusqu'ici soient vains, car il n'a rien d'anormal. Alors, je suis désolée Harry, mais je crois qu'il vaut mieux que finalement t'es un peu psychoté et que vous rentriez dans le meilleur des mondes à Poudlard sans avoir rien découvert, qu'il se passe quelque chose et que vous fassiez tous trucider. Mais bon, Ah, mais je pense qu'il sent un danger ici. oui, malgré tout, Parce mais qu'en plus, je... Hermione l'a mis en garde de peut-être que c'est une Bah astuce oui. pour l'attirer au ministère. Et là, je pense, il le verbalise pas dans ses pensées à travers le Marie, c'est de narrateur. l'humour, Marie. C'est de Oui, l'humour. oui. J'ai appris la ref, désolée, à Jérémy, si vous connaissez pas la ref, tapez sur YouTube, Marie, c'est de l'humour. Voilà. Et là, il commence à se dire holy shit, Hermione avait Mmh. raison, comme Bah, d'hab. Beh, oui, comme d'hab, franchement. Ouais, ouais. il n'y a rien d'anormal ici, juste eux, désespérément seuls dans ce département des mystères. Sauf qu'une voix traînante retentit derrière eux, la voix d'aucun d'entre eux. Cette voix ordonne à Harry de se retourner lentement et de lui donner ce qu'il vient de saisir. Ce page turner de Waouh! fin de chapitre. Ah ouais, moi je me souviens lire ce livre, quand j'étais au collège et d'ailleurs là, c'est l'édition que j'avais qui a pleuré, a disparu tellement ça a Mais été, dans mon sac de cours, dès qu'on avait à la récré, on lisait, dès qu'on avait une heure d'études, on lisait, je rallumais la lumière le soir pour lire jusqu'à des pas d'heure. Il a vécu C'était le incroyable. livre. Ouais. Mais ouais, mais c'est ce qu'on disait, aussi dans les chapitres précédents, l'autrice découpe beaucoup ses actions de climax en fin de tome. Elle le faisait déjà, dans le 4 par exemple. Ouais. C'est-à-dire que là, ça donne des chapitres beaucoup plus courts parce que, voilà, elle ressent son action, sur des chapitres, individuels. Et là, je crois d'ailleurs, je me demande si c'est pas un record. Alors, je sais que dans les premiers tomes, les chapitres sont globalement plus courts, mais là, le chapitre fait vraiment que 20 pages et c'est vraiment très, très court. Pour vous Ouais. dire, 20 pages pour un chapitre. Et c'est bien que, bah, ça peut être surprenant,
de s'arrêter là, sur le chapitre, alors que en soi, l'action, ils sont juste arrivés au ministère et ils ont Mmh. vu 2 salles au département des mystères et pouf, ça s'arrête là. Mais Ouais. ça permet de faire Ça fait espèce de. augmenter le suspense, quoi. Ouais, tu peux pas lâcher le livre en Ouais. fin de chapitre comme ça. C'est qui cette voix enfin, qui est là Mmh. Il est temps de choisir le personnage qui nous a le plus marqué, même si ce chapitre est court et succinct, mais il y a quand même pas mal de personnages ici, dans l'action. Astrid, est-ce qu'il y en a un qui se démarquerait plus que les autres, selon toi? Hem, alors moi, j'ai choisi, Luna parce que je trouve que, en fait, elle est toujours hyper zen et même dans ces moments où on sent que ça va mal se passer, où il y a une angoisse, qui monte avec toutes ces salles, hyper flippantes et tout et ben, elle, elle est, enfin voilà, j'adore ces petites répliques où quand elle arrive, ils arrivent à Londres et maintenant, où est-ce qu'on va? Comme si c'était la prochaine étape des vacances, Ouais. elle est trop contente de voir des soi-disant des larves d'aquavirus. Enfin, voilà, Oui. je trouve vraiment qu'elle ramène en fait, de l'humour et de la légèreté et un petit décalage, dont on a besoin. De l'enthousiasme et de la curiosité. Et toi, Hermione? Marina? Oh là là. Ça fait 4 fois, 3-4 fois, je crois, dans l'histoire de la Ah fréquence. bon? C'est gênant. Pourquoi Hermione Je sais pas! Heureusement que c'est pas ton personnage préféré. C'est quoi? Le C'est fou ça. Moi, c'est Ginny Ah parce oui, qu'elle bah, envoie bouler Harry, 2 quand fois, en fait, elle l'envoie bouler, elle le ramène un peu à ses réalités, mais en fait, me reproche pas ça parce que tu étais le 1er à le faire tout à l'heure, donc calme-toi, gars. Ouais, mais elle a tellement raison. Ouais, c'est ça. Elle est assez franche et tout et j'aime bien la Ginny des livres. Bah, Ginny, c'est un peu aussi elle est cool pour le lecteur parce qu'on peut trouver Harry agaçant pas mal de fois en tant que lecteur dans ce tome 5 et là, elle est là en mode, elle dit ce que toi t'aimerais lui dire parfois, Harry. Donc là, tu sais, c'est bien. Moi, j'en ai pas choisi un, mais j'ai choisi, un groupe de personnages. Moi, je dis quand même GG au Sombral pour ce Ouais. speedrun incroyable. Heu, je rappelle, hein, si vous pensez qu'ils ont mis 1 heure, c'est 689 km/h de, vitesse moyenne. Voilà, donc Ouais, et d'ailleurs, en parlant des sombrales, je me suis posé une question et je je me sais suis dit: «Est-ce que» je sais la question que ouais. tu vas poser, vas-y. Non, après, je pense avoir la réponse, mais je trouve que c'est cool de se poser la question quand même. C'est est-ce que les moldus qui ont vu la mort peuvent voir les sombrales? Ou Ah est-ce non, que je ça va pensais pas faire ça. comme, ah oui, c'était ça ma question. Ou est-ce que Ah! ça va faire comme, par exemple pour les détraqueurs où ils sentent quelque chose sans forcément voir? Je me suis demandé ça. Moi, je pense que les moldus enfin, peu importe leur rapport à la mort, je pense qu'ils ne voient pas les Sombrals. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça serait ça l'explication la plus cohérente, Mmh. je pense. Un peu comme, les fantômes, on sait que les moldus, peuvent ressentir les fantômes sans les voir, comme Oui les et comme sorciers. les détraqueurs aussi, en fait. Ouais et les détraqueurs Mmh. pareil. Donc j'imagine la même chose sur les sombrales. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, et tu pensais que j'allais poser quoi comme question? Non mais la question c'est que là, les pauvres sombrales, ils arrivent à Oui. Londres, en plus, après ce trajet de 689 km/h de moyenne, ils ont faim, ils mangent dans la benne à ordures, mais ils deviennent quoi ces sombrales? Et qu'est-ce qu'ils font après, ouais? Bah, j'imagine qu'ils rentrent à Poudlard. J'espère. Ou Ils alors connaissent le chemin. ils deviennent des sombrales, sans domicile fixe à Londres, à fouiller dans les bennes à ordures pour le restant de leur vie. C'est super triste, leur existence. Ah ouais, non, j'espère pas. Et si on devait renommer ce chapitre 34, je sais pas si Astrid, tu réussi ce petit exercice qui est pas forcément évident. Alors je m'y suis prêtée et on va voir ce que ça donne. Et je sais pas si ce sera bien. Ça me fait un peu l'effet, je sais pas si vous voyez ce jeu, Blanc manger coco où on Ah oui. prépare notre carte Oui, et oui. on se dit: «Oh ouais, non, ça c'est génial» Ah, et c'est une fois trop qu'on la sort, en fait, l'effet est tout pourri et c'est nul et c'était ben, trop je me marrant demande dans si notre tête, mais en vrai, ouais, voilà. c'est juste dégueulasse. Donc bon, je sais pas si ce sera, super ou pas, mais j'en ai, quelques-uns. J'avais mis, chapitre 34, escape game version sorcier. Parce que je Ah! trouve qu'il y a un côté un peu, il faut trouver la bonne salle pour retrouver le Je suis totalement d'accord, avec toi, ouais. Escape game, c'est ce que je cherchais, j'arrivais pas à trouver le mot à chaque fois quand j'imaginais la salle, ouais. Ouais, c'est clairement un escape game ce truc. et puis sinon, en référence à sauver Willy, j'avais mis, bah, sauver Sirius, tout simplement. Donc toi, Marina, ça serait, escape game, Bah, moi, j'ai pas de chapitre, mais ça me fait penser aussi ou à un Rubik's Cube. Et mmh. j'imagine quelqu'un
derrière un peu un Rubik's Cube magique, en fait, que quelqu'un est en train de jouer avec eux. Enfin, elle me détraque un peu l'esprit, cette salle. Bah, moi, ça serait un peu dans le même genre, mais avec une petite référence, à l'actualité, culturelle, cinématographique. Je ferais, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 34, l'armée de Dumbledore bascule dans les backrooms. Non, Oh. ça, il est... Je suis à fond dans les À backrooms! un ce moment, Jérémy est à fond dans le film d'horreur Obsession, Backrooms, et Backrooms. tous les films d'horreur de 2026 Là, Evil Dead qui va arriver, puisqu'en oui. plus, ça a été écrit par Florent Bernard. un mec du Footcast. Enfin, il a fait bien plus, mais voilà, Oui. que tu admires énormément. Donc là, il est très ciné, horreur et tout. Et là, en plus, je l'ai convaincu de commencer à regarder Widow's Bay Ah oui. sur Apple+. C'est encore un genre horrifique, mais quand même qui est pas gore, pas non plus. Non, ça va. Et c'est un chef-d'œuvre aussi. Ça pourrait être un truc totalement indé, barré. Non, puis, moi, je suis fasciné par les backrooms, Backrooms de Cannes, de Ken précise, Pixels. parce que Ouais. les backrooms, à la base, c'est pas les légendes d'internet. Hein. Je sais pas, Oui, mais ça a pris plus. vous allez dans les backrooms à Paris, par exemple, vous allez pas vivre la même Ah oui. expérience. Non, les backrooms Je précise. d'internet, évidemment. Voilà. Et celle de Ken Pixels, évidemment, qui a réalisé un film, voilà, qui est sorti au cinéma, là, actuellement. Ouais, c'est un phénomène d'internet. Moi, j'aime bien les phénomènes, d'horreur, les creepypasta sur internet, et cetera. Feldup, voilà, meilleur youtubeur. Et le film est intéressant. Et justement, je parlais d'espaces, liminaux. C'est une nouvelle façon de faire de l'horreur à travers, notamment des décors, créer des sentiments étranges, Du coup, moi, je suis vachement sensible à ce genre de sensations. Je trouve le film réussi, pour ça, d'ailleurs, je vous le conseille. Et puis là, vraiment, ce département des mystères, ce ministère de la magie qui est vide, avec ces salles qui s'enchaînent sans réellement de sens. Bah, clairement, on est à fond dans les backrooms. C'est un peu ce principe-là, Mais quoi. il y avait pas un film Il y a pas de papier peint jaune, Cube. moche, mais Cube, ouais, Cube, mais alors Cube, Mais c'était après, c'est horrifique aussi. Enfin, limite, c'est du gore. Hein. ouais, Cube, c'est Cube oui. ou Saw, c'est pas le système de différentes pièces aussi. Non, Saw, C'est non. pour ça que c'est très horrifique, non? Ah non, Saw, c'est pas ça. Bah, J'ai jamais non. vu. Hein, Bah, Saw, c'est des pièges, mais Cube, c'est vraiment, par contre, toutes les pièces se ressemblent. En fait, c'est des pièces cubiques et en fait, t'as des pièces qui sont, piégées mortellement, en fait. C'est-à-dire que voilà. Non, mais ça paraît très horrifique de toute façon de base, hein, le système. Là, Ouais. Oui, moi, ça m'a fait circulaire. penser aussi à, je sais pas si vous avez vu la série Sherlock. Oui. Et je ne veux pas faire de spoil si vous l'avez pas vu, mais Si, on l'a vu. Bon, vers la- elle date, hein. Enfin, avec Oui, oui, oui. Benedict Cumberbatch. Et où vers la fin, il y a une grande méchante qui leur donne plein de casse-têtes à réussir, mais où en gros il faut sauver des gens, sinon les gens meurent. Enfin, c'est assez terrible. Et ils passent comme ça de pièce en pièce aussi, et ils sont des puppets, quoi, les marionnettes du méchant. Oh, tu me donnes envie de revoir cette série. J'ai déjà vu 2 ou 3 fois, mais elle est Ouais, elle tellement est trop bien, fantastique, elle elle est est géniale. incroyable. Ouais. Ce façon de créer de l'angoisse à travers, les dédales d'un labyrinthe, et cetera. Je pense que c'est quelque chose qui parle à J.K. Rowling parce qu'au tome précédent, il y avait littéralement un labyrinthe comme 3e, étape du tournoi des 3 sorciers. Et je pense qu'elle aime bien créer ce genre de suspense à travers, un espace où on voit pas la sortie et un espace piégé aussi, où la menace peut venir de partout. Et ça, elle est forte pour créer ce genre d'ambiance. Et Ouais. ambiance inquiétante ici, voilà, que j'appellerai les backrooms du département des mystères. Allez, on passe à la volière? Allez. C'est parti pour, la volière avec vos messages sonores. Le premier hibou sonore de cette volière nous a été envoyé par Lazare. On écoute ça. Hello, hello. Petite question. Alors, pour savoir, en fait, là, je rattrape les épisodes, donc je ne suis qu'à la saison 3. Donc, au moment où je vous écoute, là, vous êtes en 2022. Mais en fait, je voulais avoir un peu votre avis sur Hogwarts Legacy et tout ce qui entoure un peu le lore du jeu, quoi. Grosso modo, pour faire très simple, est-ce que vous pensez que le jeu est canon dans la timeline? Je sais même pas si vous avez déjà abordé en fait ce sujet dans les podcasts. Voilà, si oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a une partie oui, une partie non? Moi, mon avis, c'est que je pense que c'est pas incompatible dans le sens où ça se passe tellement longtemps avant, genre 110 ans, je crois à peu près, enfin plus de 100 ans, que oui, ça a pu se passer. Mais oui, ce n'est évidemment pas mentionné dans les livres ou dans les films, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, etc. Donc voilà, moi je pense que oui.
Et en plus de ça, enfin le wiki a l'air de dire que oui, parce que quand tu tapes, je sais pas, n'importe quel nom ou ville ou village de Hogwarts Legacy, bah en fait ça apparaît dans le wiki comme étant relativement officiel. Donc voilà. Merci Lazare pour ta question. Alors La réponse est non. On passe au prochain niveau. est-ce qu'on considère Hogwarts Legacy canon? Alors, bah, en vrai, la réponse peut changer de quelqu'un à quelqu'un d'autre parce que ça dépend vraiment en gros, le canon, c'est ce qu'on considère comme officiel ou Le pas. canon, ce sont les livres. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est livres. Marina. Livres. Pour elle, il y a les livres, on sort pas des livres. Il y en a d'autres, ça va être tout ce qu'a pu raconter J.K. Rowling. Il y en a d'autres, ça va être absolument tout, même les films, même les animaux Mais fantastiques. les films encore, oui. Les livres et les films, mais pas les animaux fantastiques à côté, par exemple. Ouais, voilà. Mais en fait, voilà, dans tous les cas, c'est très arbitraire. Alors, en ce qui concerne Hogwarts Legacy, c'est intéressant parce que c'est vrai que le jeu se passe pile 100 ans avant le début de l'histoire dans les livres et il peut être considéré comme une sorte de préquel, en fait. L'histoire se passe dans les années 1890. Voilà. Perso, bah, je suis un peu comme Marina, je considère pas forcément le jeu comme canon parce que en tout cas dans mon canon à moi, parce que pour moi, la seule vraie histoire, encore une fois, ce sont l'histoire des 7 livres qui ont été adaptés en film, qui seront adaptés en série bientôt, etc. Moi, à titre personnel, encore une fois, c'est très subjectif, mais j'y ai inclus aussi quelques infos de JK à l'époque de Pottermore, parce que ses écrits, ses articles étaient vraiment pas mal. Elle était vraiment encore dans le jus de la construction de son univers et de son développement. Et limite, elle écrivait toute une histoire, Ouais, en fait, avec vraiment le déroulement. C'est ça. Donc, pour moi, ça fait partie intégrante de l'histoire d'Harry Potter. Après, c'est pas pour faire le puriste ou quoi, hein, c'est juste ma vision perso. Oui. L'histoire, ça reste celle des années 90, quoi. Des années 1990, en tout cas. Après, c'est pas parce qu'on considère ça officiel ou pas, ou partie intégrante de l'histoire ou non, que ça en fait pas du contenu intéressant. Et la preuve, c'est que j'ai adoré jouer à Hogwarts Legacy. J'ai fini le jeu et c'est le premier jeu que je finis à 100%. J'ai eu tout à 100%, tous les succès Steam. J'y ai passé des heures et des heures, donc voilà. Donc, ouais. Et puis, je trouve que le jeu, il est particulièrement réussi dans sa manière, en tout cas, de s'incorporer dans le canon du monde magique. Il y a à la fois des références propres aux livres, avec Peeves, les armures vivantes, les tableaux, Phineas Black, qui est directeur de Poudlard. Ça fait des références au film aussi, dans les visuels, mais aussi à pas mal d'infos de Pottermore. Donc, voilà, moi je trouve que le jeu, il a fait un super taf pour s'inscrire dans l'univers magique, dans sa globalité. Après, ce qui s'y passe vraiment, les événements, les personnages inventés, etc., ils sont pas forcément dans mon univers à moi, dans l'univers magique tel que je l'imagine de façon très subjective. Je sais pas, vous, quel est votre rapport au jeu? Mais moi, 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 je suis pas du tout jeu vidéo. T'es pas une gameuse. Pas du tout. Mais, mon beau-frère a le jeu Hogwarts Legacy sur sa PlayStation et un jour, j'ai dit, je vais quand même essayer. Et je suis complètement tombée dedans. Alors, je suis une catastrophe en déplacement parce que j'ai vraiment pas l'habitude des manettes de PlayStation. Ça fait beaucoup rire mon frère qui, lui, a une grande habitude de ça. Mais par contre, j'adore l'univers et je trouve que ce qui a été créé, par exemple, voilà, moi qui suis pas du tout gameuse, je m'y retrouve entièrement en fan d'Harry Potter parce que je retrouve complètement le château. Je suis trop contente de passer devant la tapisserie avec les trolls qui dansent près de la salle sur demande, passer près de la statue de la sorcière borgne. Bon, d'aller m'occuper de mes animaux, évidemment. Et en fait, j'aime à penser que Poudlard était comme ça 100 ans avant que Oui, nous, c'est crédible en tout cas. on y arrive. Et puis, je me dis, et pourquoi pas, après tout, puisque de toute manière, Harry n'est jamais attentif en cours d'histoire de la magie. Si ça se trouve, on lui a raconté l'histoire du terrible gobelin Ranrock, mais en fait, il a rien écouté. Et en fait, si ça se trouve, il l'a eu en cours et on le sait pas, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il faudrait peut-être que je lui redonne sa chance parce que j'ai fait toute l'histoire du jeu. J'ai pas fait trop de quêtes à côté, mais j'ai joué sur Switch. Et la première Switch, parce qu'il paraît que Hogwarts Legacy sur la Switch 2 est pas mal. Mais sur la Switch 1, c'est vrai que le graphisme me rendait pas honneur au jeu, en fait. Ouais, moi, j'ai pas encore fini parce que du coup, j'y joue que sur mes petites vacances quand je vais chez ma sœur. Du coup, maintenant, c'est terrible parce que normalement, j'y vais pour voir mes neveux et nièces, mais j'essaye d'y aller quand ils sont à l'école pour avoir le temps de jouer.
Et en fait, ouais, je trouve que vraiment, toutes les quêtes secondaires, il y a plein de trucs hyper chouettes à développer. Alors, il y a de moins en moins de cours, malheureusement, parce que moi, Oui. j'aime bien ça quand même. Mais je trouve que en effet, j'ai aussi une amie qui l'a fait sur Switch et qui disait que sur PlayStation, les graphismes étaient vraiment mieux. Ah bah, ça n'a rien à voir, hein, sur Ouais. Switch, Ouais, sur c'est PC, pareil. très ouais, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Et puis même, j'ai tendance à plus imaginer dans ma tête, à la lecture des livres, un univers magique, un Poudlard tel qu'il est dans le jeu vidéo, plus que comme dans les films. C'est-à-dire que, par exemple, la façon dont ils ont eu de représenter Poudlard dans son immensité, ça Mmh. représente plus, ce que j'imagine en lisant les livres. Ouais. Donc là-dessus, il y a plein de trucs réussis comme ça, Après le truc, c'est que c'est sûr que l'histoire après elle est motivée par, le gameplay en fait, enfin, c'est un jeu vidéo. Oui. Donc forcément, tu as des quêtes, tu as des trucs qui sont voilà, c'est vraiment fait pour le jeu vidéo, donc c'est pour ça que je vais pas tout considérer comme, mais j'ai pas de mal non plus à me dire que oui, 100 ans avant, c'est Ouais. crédible. En tout cas, dans l'atmosphère, c'est complètement, réussi, je trouve. Heu, Ouais, même les salles communes sont super bien ouais, réussies. ouais et puis ils ont fait un super taf de pas juste, s'appuyer sur les films, mais vraiment de réimaginer, l'univers et en plus en prenant pour, des références, uniquement des livres, Ouais. de Pottermore, des trucs qu'on n'a pas vus dans les films, quoi et ça a vraiment créé quelque chose de nouveau, vraiment pas mal, quoi. Nous passons au deuxième hibou sonore, celui de Coralie. Pour la fréquence, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit message parce qu'il y a une idée qui vient de me péter à la tête. En fait, je fais un diplôme universitaire avec la fac de médecine et j'ai mon oral de soutenance la semaine prochaine. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de glisser un petit clin d'œil en fait à Harry Potter, peut-être sous la forme de citation, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que vous auriez certainement plein d'idées. Je m'étais dit peut-être un truc qui valorise le travail d'équipe, la persévérance, les valeurs positives en tout cas. Ben écoutez, franchement, si vous arrivez à me trouver un truc d'ici la semaine prochaine, je vous glisserai un petit mot dans les remerciements. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Coralie, bah, merci de penser à nous, pour, S Semaine prochaine, ça risque d'être t'inspirer, je crois que c'est déjà trop tard, mais bon. mais ça se trouve, c'est déjà trop tard de je ne sais combien de temps. Au niveau de la persévérance, je sais jamais vraiment comment la citer, mais c'est une citation des films de Dumbledore. C'est: «On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus Mmh. sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière». Beaucoup de gens pensent que Et c'est dans les livres, c'est que ouais, dans le ouais. film. Et cette Trop citation, c'est la persévérance mmh. et elle est hyper importante pour moi parce que, je vais devenir émotive, mais là, du coup, là, je vais fêter les 1 an de ma greffe de rein et cette citation, elle m'a accompagnée vraiment tout au long, en fait, de mon parcours médical et justement, en fait, cette citation, elle m'est revenue, mais d'un infirmier où, ma première greffe de rein avait échoué et j'étais, mais au fond du trou et cet infirmier, il savait même pas que j'étais fan d'Harry Potter et donc il m'a parlé, lui, de sa situation personnelle et que lui, quelques semaines avant, il était comme moi, il pensait même pas se tenir aujourd'hui, comme ça devant moi. Et il m'a sorti cette citation, alors qu'il savait même pas que j'étais fan d'Harry Potter et en fait, bah, c'est cette citation qui me suit et j'essaye de m'en souvenir, chaque jour, que même, si, le détraqueur me rattrape de temps en temps et ben, faut pas que j'oublie, ne jamais oublier d'allumer la lumière et que la lumière, elle est toujours au bout du chemin. Donc voilà. Mais c'était incroyable, enfin, ce moment, je l'oublierai jamais de toute Ouais, ma la vie avec cet coïncidence, infirmier. Vraiment, enfin, c'était incroyable, en fait et lui aussi, il avait vécu quelques semaines avant quelque chose, d'horrible et il pensait pas s'en sortir et c'est cette citation aussi qui l'a aidé à maintenir la lumière, dans sa vie, quoi et je trouve ça incroyable. Donc voilà, malgré tout, Harry Potter, ça reste, quoi qu'on en dise, de l'autrice ou autre, en fait, il y a des moments de vie qu'on a vécus grâce à Harry Potter, qui resteront jamais, en fait, dans notre cœur, dans notre mémoire et qui nous ont sauvés, quoi qu'on puisse nous en dire, dans des moments très durs de notre vie et ça a été mon cas et donc voilà. on sait que c'est le J'espère cas que j'ai de pas trop plombé l'ambiance, non, non, mais mais finalement, non, c'en non, est au quelque contraire. chose de positif parce que Harry Potter pop dans une chambre d'hôpital, où il y a des mauvaises nouvelles qui tombent, quoi et ça pop comme ça et ça t'allume la petite lumière, quoi. C'est je trouve ça incroyable. Ouais et toi, Voilà. Astrid, est-ce que tu en as ça va pas être facile de passer à côté? D'ailleurs, Marina, tu as fait planter ta caméra. Alors je sais pas si sur YouTube,
Comment c'est possible? Je sais pas, je surveille, voir si elle revient. Dites-nous dans le chat si la J'ai pas caméra pu de faire planter ma non, non, caméra. non, mais je veux dire, J'étais en train de chercher. ta caméra était trop émue, quoi. Bah, mais déjà, bah, je voulais te dire, moi, Marina, que je suis super heureuse pour toi et voilà, ça fait Merci. vraiment plaisir de savoir que tu vas bien. Ouais, moi, j'ai donc noté une citation de Ginny qui dit Tout est possible du moment qu'on a assez de cran. Et je trouve cette citation assez parlante et elle me vient souvent en tête quand bah, j'ai à passer des auditions ou que j'ai à monter sur scène, puisque c'est mon travail et que parfois c'est très, très, très stressant. Et je me dis, allez, t'es une vraie Gryffondor, tout va bien se passer. Et j'aime bien, ouais, j'aime bien le cran de Ginny. Citation qui se rapproche aussi dans les valeurs Et ça fait que ça rire met parce en que avant. je suis contente de pas être la seule, même dans le monde professionnel. Des fois, quand j'ai un truc que je veux faire, non mais Marina, t'es une Gryffondor, c'est bon, Ah, vas-y. En vrai, je me le dis super souvent. Et puis ouais, Ginny, c'est un peu girl power aussi, ouais, ouais. Ouais. Parce qu'on sait qu'elle a construit ce caractère-là en réaction aussi à sa fratrie de frères. Et c'est un personnage très inspirant aussi pour les lectrices, hein. Ouais. Et j'ai même mis une petite carte Gryffondor sur mon bureau. Donc quand on rentre, normalement, on voit le truc Gryffondor. Je dis, ouais, c'est bon, les gens qui rentrent dans mon bureau, ils savent que je suis une Gryffondor, donc bon, on va pas la faire à moi. Moi, Toi, du coup? je choisirais une citation du King, du boss de Dumbledore. Parce qu'il a quand même pas mal de petites citations. Alors, c'est le Dumbledore des livres pour le coup, mais ta citation à toi, Marina, au-delà de tout ce qu'elle représente pour toi, elle est très forte parce que c'est une citation des films. Et chapeau hein, à la production du film d'avoir fait une citation aussi iconique alors qu'elle n'est pas dans le livre. Ouais, carrément. Et que le livre est déjà bien fourni. Et c'est qui le scène? Parce que du coup, c'est C'est plutôt Steve chapeau Kloves. au scénariste. Ouais, Steve Kloves. Ouais. Non, moi, c'est une citation dans le tome 2 de Dumbledore. Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment beaucoup plus que nos aptitudes. Citation qu'on retrouve quasi mot pour mot aussi dans le deuxième film. Alors moi, c'est vraiment un des grands messages d'espoir de la saga aussi. Pour moi, c'est celle en tout cas, le message que je retiendrai. Parce que, en gros, ça veut dire que rien n'est écrit d'avance. Il est toujours possible d'avancer, même si le monde autour de toi t'incite à reculer. Et ce que ça explique aussi dans Harry Potter, c'est qu'il y a pas de fatalisme en soi. Par exemple, Voldemort, il est pas né avec une malédiction à cause d'un manque d'amour. Il y a beaucoup de fans qui pensent ça. Non, relisez, cette citation de Dumbledore. Donc Voldemort, il est pas né avec une malédiction, pas plus que les prophéties prédisent nécessairement l'avenir. Par ailleurs, les prophéties sont auto-réalisatrices. On fait le choix de les écouter ou pas et du coup, que ça influe sur Comme notre destin. l'horoscope, hein. C'est ça, c'est un peu ça. En gros, ce sont nos choix qui fléchissent réellement le destin. Et je trouve que c'est important de l'avoir en tête, non seulement pour comprendre la saga Harry Potter, parce que c'est une philosophie qui est présente du début à la fin dans Harry Potter, mais aussi, c'est juste une belle philosophie de vie, quoi. C'est-à-dire que on peut avoir tendance à perdre cette philosophie de vie, mais moi, je relis tout le temps Harry Potter pour pas l'oublier. Des fois, on peut se sentir acculé, un peu comme les citations qu'on a choisies, quoi. On peut se sentir au fond du gouffre, on a l'impression de plus rien maîtriser et qu'on est juste victime de tout notre environnement et il faut jamais oublier qu'il y a pas de fatalisme. Vous pouvez toujours agir, quoi, comme Ginny d'ailleurs le dit bien. Ce fatalisme, je m'en sers dans le travail, par rapport aux gens que je suis et j'aide au jour le jour. J'essaye aussi de toujours parler de choix, en fait. Mmh. Et que non, c'est pas fatalisme, c'est pas parce que vous êtes dans cette situation que ce sera toujours comme ça. Il y a les choix que l'on fait aussi, la liberté que vous avez d'agir sur votre vie et sans être, bien sûr, «Ah, faut faire ça, si vous avez pas fait ça, c'est de votre faute». Non, non, essayez aussi de mettre d'enlever le fatalisme de cette vie et aussi de toujours, savoir qu'au fond de nous, on a le choix de certaines décisions, en Mmh. fait. Pas de tout, hélas, Pas de tout, non. pas de tout, Et on peut c'est pas pas ce avoir que mais dit Dumbledore non plus, bon, mais quand on a ne serait-ce qu'un petit créneau de choix, de mmh, liberté, il faut s'en emparer, en fait, pour pouvoir s'en sortir et faire le bon choix aussi. ouais, complètement. C'est une des belles valeurs, dans la saga Harry Potter, de ces merveilleux livres qu'il faut lire et relire et relire et relire. On passe au prochain hibou? Yes! Il nous a été envoyé par Vadim. On écoute ça. Bonjour Jérémy et Marina et à l'invité s'il y en a un. En ce moment, je re-regarde les films Harry Potter avec mon père, qui n'a lu que le premier livre,
et il se posait une question à laquelle je n'avais pas de réponse, sachant que je les ai tous lus. Pour lui, Voldemort voulait créer 7 Horcruxes et Harry était le 8e involontaire. Mais ensemble, on n'arrivait à en compter que 7. Dans le chapitre 32, vous aviez dit qu'il voulait séparer son âme en 7 parties, mais qu'il y avait bien 7 Horcruxes. Je me demandais donc si dans le film, il parle qu'il voulait créer 7 Horcruxes ou diviser son âme en 7. Voilà, des gros bisous et continuez comme ça, vous êtes géniaux. Merci Vadim. On va faire un petit récapitulatif parce que je sais que des fois ça peut être confus pour certains et certaines, mais dans les livres c'est clair. Les films le sont peut-être beaucoup moins, mais dans les livres, ce qu'on sait, c'est que Voldemort projette de diviser son âme en 7. Parce que c'est un chiffre magique, c'est stylé, tout ça, un peu comme les salles au département du mystère. Quand Comme on le sait nombre pas des enfants trop, Weasley. 7. Voilà. Donc diviser son âme en 7. C'est-à-dire créer 6 Horcruxes, parce qu'il a une âme de base, Voldemort. C'est-à-dire que la première fois qu'il va diviser son âme, il va la diviser en 2. Donc il y aura sa partie initiale et puis l'autre qui va séparer de la première. Donc créer 6 Horcruxes pour avoir son âme divisée en 7. Et c'est bien ce qu'explique Dumbledore à Harry après qu'ils aient vu le véritable souvenir de Slughorn dans le tome 6. Il dit bien, il reprend d'ailleurs Harry, il dit non, 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 Harry, pas 7 Horcruxes, 6, parce qu'il y a le fragment d'âme original, si on peut l'appeler comme ça. Quand Voldemort tente de tuer Harry, il n'a pas encore tout à fait terminé sa mission. Il a en fait 5 Horcruxes à ce moment-là. Le journal intime, la bague de Gaunt, le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle et le diadème de Serdaigle. Il lui en manque un pour terminer ce qu'il projette de faire, d'avoir 6 Horcruxes. Il n'en a que 5. D'ailleurs, ça c'est un peu de l'ordre de la théorie, mais il comptait peut-être utiliser la mort de Harry pour diviser son âme une dernière fois dans son ultime Horcrux. Comme on le sait, il va faire de Harry son 6e Horcrux, en prenant en pleine face la protection magique de Lily, la protection de l'amour, justement, au moment du meurtre. Donc quand il disparaît, après avoir essayé de tuer Harry, son âme est divisée en 7 à ce moment-là. Mais Voldemort, lui, il le sait pas. Il le saura jamais d'ailleurs. Donc dans le 4, quand il reprend des forces grâce à Queue de Verre, il a rapidement envie de terminer son projet. Il veut un 6e Horcrux et en tuant Bertha Jorkins, il décide de déverser un fragment d'âme en Nagini, comme on le sait. Il pense donc avoir divisé son âme en 7. Ça y est, en gros, il pense avoir été jusqu'au bout de son idée. En réalité, c'était déjà fait avec Harry. Voilà, c'est ça, peut-être, c'est peut-être là d'où vient la confusion des gens. Donc Voldemort finit donc bien avec 7 Horcruxes en tout, alors qu'il pense n'en avoir que 6, Harry étant un Horcrux qu'il a créé involontairement. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est Ah, maintenant que j'ai compris, quand j'ai compris, encore c'était flou? la mort. Oui, oui. Non. C'est très clair. Voilà. Ok, super. Mais diviser son âme en 7 égale 6 Horcruxes, il faut avoir ça en tête. Et Harry est un Horcrux involontaire. D'ailleurs, Harry n'est pas tellement un Horcrux en soi. On le prend dans le packaging, on le compte parmi un Horcrux, mais le truc c'est que c'est pas un Horcrux volontaire, donc ça en fait un Horcrux à part des autres quand même. Ouais. Nous passons au dernier bout sonore, celui d'Angèle. Salut la fréquence. Donc moi c'est Angèle, j'ai 13 ans et je suis en 4e. Et vous dites souvent que vous aimeriez bien retrouver votre imaginaire de avant les films, quand c'était encore juste votre imagination du coup. Moi j'ai quasiment pas le visuel des films. Pour vous dire, j'ai regardé le 1 2 fois, le 3 2 fois aussi, plus toutes les fois où j'ai revisionné le passage de la cabane hurlante, et le 4, le 5, le 6, le 7, partie 1 et partie 2, chacun une fois. Et comme le livre m'avait traumatisé, j'ai jamais regardé le 2. Donc par exemple, je vois même pas à quoi ressemble le Lockhart, du sort et compagnie. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu le visuel des films, et même les films tout court, quand vous évoquez des scènes comme par exemple, dans le 4, la répétition de danse avec McGonagall, ou autre. Et quand j'ai vu il y a pas longtemps des images des salles de classe, du coup j'étais choquée parce que moi dans mon imaginaire c'est pas du tout ça. Et même si je vois Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Rupert Grint ou Tom Felton, je suis pas forcément attachée à leur interprétation. Et j'en ai quasiment plus aucun souvenir. Et c'est pour ça aussi que la bande-annonce de HBO, ça m'a pas choqué. Enfin bref, je viens de me rendre compte que mon hibou était copieux et pas forcément digeste. Mais comme vous en parlez souvent, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Ou pas d'ailleurs. Bon, sur ce, je vous remercie pour votre fantastique podcast. Et je coupe là ce très long hibou. Merci Angèle pour ton hibou, ne t'inquiète pas, il était très digeste. Mais en fait,
tant mieux finalement si t'as pas le visuel des films parce que tu t'es créé ton propre monde magique d'Harry Potter et c'est très bien aussi parce que ça n'appartient qu'à toi. Tu peux nous le décrire, mais même en nous le décrivant, on le verra jamais comme toi tu le vois, donc c'est trop bien, c'est ton petit monde en fait, c'est ton propre canon et je trouve ça très cool. Hem, pour moi, le visuel des films, de moins en moins parce que je regarde vraiment très peu les films. Par contre, je pense que certains personnages resteront toujours, comme étant bah, Daniel Radcliffe, ça sera toujours Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, je pense, dans mon visuel malheureusement. Mais Même par quand tu lis là, tu imagines les acteurs oui, encore dans ta tête? oui, Ah ouais, donc oui, ouais, c'est oui, oui. Par contre, les décors, un peu moins, de moins en moins. Il y a certains personnages secondaires, non, ça va plutôt être vraiment mon imaginaire, mais les 3, j'arrive pas à faire un distinguo, en fait, ça m'a trop marqué en étant enfant, je pense. Tu sais, mmh. j'avais les posters dans la chambre, C'est pas facile, hein, notre âge, hein? on avait les magazines à l'époque, enfin Ouais. vraiment, Les on était magazines One. Ah mais oui, non, mais oui! oui. Il y avait quoi? Il y avait, Star Mag ou un truc comme ça. Enfin, oh là là, ces magazines-là, c'était incroyable. Ouais. Puis on avait les Ouais. Panini aussi. Ouais, c'est ça, les petites cartes à collectionner. Bah, nous, pendant 15 ans, ouais, on va dire 10 ans, Harry, Ron et Hermione, c'était ces acteurs-là. Enfin, tu sais, il y avait pas de on était inondés d'images, donc Mais c'est ça. forcément. Moi, c'est plus, au fil du temps, ouais, que je m'en suis détaché. Maintenant, je m'en détache complètement. Les films sont une adaptation et je prends plaisir à les regarder et tout machin, mais quand je lis les livres, j'arrive à me détacher quand même. Sur certains acteurs, c'est un peu plus difficile. Maggie Smith en McGonagall, Robbie Mmh. Coltrane en Hagrid. Il y a des trucs comme ça où ils sont tellement excellents que c'est chaud. Bah Mais oui, c'est sûr. toi, je sais pas c'est quoi ton rapport, Astrid, Moi, c'est un peu ça aussi. Pendant très longtemps, c'était, collé et puis même, au tout début, enfin, au début des sorties des films, les 2 premiers films, moi, ils m'allaient complètement avec mon imaginaire. Ça m'allait. Même si Neville n'était pas blond, bon, j'étais OK et du coup, après, bon, bah, comme tous les fans d'Harry Potter, quand les films sortaient, même le 3 qui est super évidemment, mais oui, mais il manque plein de choses, mais tous les décors changent. Enfin, voilà. Et puis Sirius, j'adore Gary Oldman, mais il est trop vieux pour jouer Sirius. Enfin, un peu voilà, vieux, ouais, c'est vrai. il y a plein de trucs Mmh. comme ça. Mais attention, j'adore Gary Oldman. Oui, pareil. Et, et Précision, hein. Attention, on touche pas à Gary Oldman Ouais, quand c'est même. ça, on a compris. Attention, Jérém, là, qu'est-ce que hein? Je vous ai pris une Voilà. Ginny, là. Ouais, ouais, je crois. Tu rien à dire. Et c'est vrai que c'est pareil, il y a certains personnages, maintenant avec le temps, je m'en défais. Et puis c'est aussi avec certaines scènes qui ne sont pas dans les films, je trouve que ça me permet de me raccrocher à mon imaginaire d'avant. Ouais, Par exemple, le Sainte Mangouste qui n'apparaît pas, bah, c'est toujours ouais. moi ce que j'avais imaginé. Et du coup, ça me ramène par le fil de ma pensée aux autres imaginaires des livres. Et, et pareil aussi, je trouve que les livres audio, là, magnifique transition, les livres Mmh. audio en full cast, ils m'aident aussi beaucoup à Mmh. retrouver mon imaginaire d'avant parce que c'est pas les mêmes voix, parce que c'est pas la même musique et du coup ça m'amène ailleurs. C'est là que, ouais, justement, quand on relit les livres, quand on est sur des passages qui sont pas du tout adaptés avec des décors qui n'existent pas, des lieux qui n'existent pas dans l'adaptation, filmique, c'est là où on retrouve ce truc précieux de l'imaginaire et Ouais. alors que dans Harry Potter, c'est compliqué quand même parce que c'est un tel phénomène de pop culture que se détacher de tout ce qui existe dans les films, compliqué et puis Ouais. là, il y a la série qui va arriver d'ici quelques mois, Ouais. voilà, avec des nouveaux visuels, des nouveaux visages, des nouveaux acteurs, de nouvelles musiques aussi. Ouais. Donc si c'est réussi, ça va influencer de la même manière l'imaginaire des futurs lecteurs. Là, on parle peut-être sans doute des plus jeunes qui vont découvrir par la série, quoi. Et ça va sortir au moment de Noël, la série? Premier épisode, ouais, 25 décembre. Ouais, ça arrive, hein. OK. Ouais, Bah, ça tous les gens, tous les geeks là qui vont louper les repas de famille ou qui vont s'en aller: «Les gars, on a 4 heures de route, on s'en va dès maintenant pour regarder le premier épisode. Ciao, des bisous, merci pour les cadeaux, hein». Et c'est fascinant de se dire que nous, le rapport qu'on a avec les films et qu'on continue d'avoir malgré tout, même si on est des gros lecteurs, et ben, les jeunes, ça va être avec la série HBO, hein. Mmh. C'est-à-dire que pour certains, lecteurs, lectrices, Harry Potter, ça sera Dominic McLaughlin. Daniel Mmh. Radcliffe, Mais là, ça va arriver comme la génération de nos parents ou même nos grands-parents. Quand on parle d'un film qui est adapté je ne sais combien de fois, c'est: «Attends, tu parles duquel? Avec quel acteur? De mmh, Ouais. l'adaptation de quelle année?» ouais, Nous, ça va être, bah, en 2000, 2001 et alors que pour les jeunes, ça va être, 2026 quoi. ouais, Ouais. ouais. Mais La roue tourne, va tourner. ouais, mais même, pour Angèle, par exemple, peut-être que la série aura plus, Après moi, je trouve va ça plus te marquer, hein, que Après moi, je trouve ça trop cool mmh, si,
si les visuels autres que ton imaginaire ne te marquent pas. Enfin, moi, je trouve ça très cool. Ouais. Mm. Oui, parce qu'en plus, elle a quand même beaucoup regardé. Enfin, moi, je trouve qu'elle a quand même regardé les films. Enfin, moi, si je les vois une Ouais. fois, ça suffit. En Ça fait, suffit. je sais que ça carrément. suffit Donc, c'est très, très chouette d'avoir cette capacité-là. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est toujours important, je trouve, quand un film qui est une adaptation d'un livre nous intéresse, c'est toujours important, je trouve, de lire d'abord le livre et ensuite de voir son adaptation parce que, voilà, comme ça, au moins, on développe son imaginaire avant et puis on va développer un esprit critique vis-à-vis de l'adaptation, quoi. J'ai très envie de chanter une musique d'Angèle, mais je vais revenir tout de suite. Ah, vas-y. Bruxelles, je t'aime. C'est oui ou bien c'est non. C'est oui ou bien c'est non. Hier, tu m'aimes. Voilà, pardon, c'est pas ma meilleure, mais. Et voilà, les Solidays, ils ont été annulés, mais Balance pas la ton fréquence 9/3, au moins vous avez ça. porte. Bon, cette volière est terminée. Comme d'habitude, on vous rappelle la petite démarche à suivre si vous voulez nous envoyer vous aussi votre question. Il suffit de nous envoyer un message vocal d'1 minute par message Insta ou Facebook ou bien par email aussi à l'adresse en description. On est obligé de filtrer les questions malheureusement avec ce qu'on reçoit. La volière est bien pleine. Donc, si vous avez déjà envoyé un vocal il y a quelques semaines et qu'on ne vous a pas diffusé, n'hésitez pas bien sûr à le refaire si vous avez une autre question. Quelle que soit l'appli que vous utilisez pour nous écouter, Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube ou autre, n'oubliez pas dans tous les cas de vous abonner et de nous laisser des étoiles et un petit commentaire quand c'est possible. Ça fait toujours plaisir de recevoir des bons avis et ça donne de la visibilité à notre podcast. Et on lit aussi tous les commentaires que vous nous envoyez sur Spotify et YouTube notamment. Ça permet de faire vivre les épisodes après leur sortie et c'est en partie pour ça qu'on aime faire ce podcast, donc n'hésitez pas. Pour prolonger la discussion, rejoignez nos réseaux sociaux aussi, Instagram et Facebook, pour discuter avec d'autres auditeurs et auditrices. Notre serveur Discord est là pour vous. Le lien est aussi en description, hein, si besoin. Ça me ferait plaisir également de vous voir sur Twitch, dans le chat, parce que je stream chaque mercredi soir pour parler d'Harry Potter, faire des quiz, des jeux, des reacts, plein d'autres trucs. Et puis tout simplement papoter avec vous en direct. La chaîne s'appelle Stream 9/3 et il y a une chaîne secondaire du même nom sur YouTube également, avec l'intégralité des replays. Donc peut-être à bientôt là-bas, ça serait trop cool. Fréquence 9/3, c'est un podcast indépendant et le meilleur moyen de nous soutenir dans nos projets, c'est en vous abonnant sur Patreon. Avec quelques euros par mois, vous devenez un patronus de la fréquence en débloquant l'accès aux enregistrements en direct, au format vidéo et plus particulièrement aux after-shows. Ça fait une 60aine de podcasts bonus à rattraper en nous rejoignant maintenant, sans compter les sorties à venir. Bref, tous nos contenus est à retrouver sur Patreon. En plus, l'appli est bien faite. Oui, Pardon. quand ça marche, mais On a un petit problème en ce moment sur les directs, mais sinon C'est tout un marche. détail. On vous promet, c'est un détail. Vous pouvez écouter les podcasts comme sur n'importe quelle autre appli. C'est compatible sur les voitures, etc. Enfin, sur Android Auto et compagnie. Android Auto et puis Apple, oui, Apple Car. Apple Car. Et puis surtout, c'est vous, les patronus, qui permettez à la fréquence de continuer de vivre. Donc un énorme merci pour votre soutien. Et enfin, si vous souhaitez nous rejoindre, pourquoi pas, sur un prochain épisode en tant qu'invité, sachez que c'est possible. Pour candidater, il faut nous envoyer une petite présentation de vous-même en vidéo ou en vocal de 2 minutes. Le reste est en format libre, à vous de jouer. On peut pas accepter tout le monde, donc c'est possible que ça ne fonctionne pas, mais tentez votre chance, si ça vous dit évidemment. Pour celles et ceux qui ont déjà candidaté il y a longtemps, vous pouvez nous relancer avec pourquoi pas des propositions d'after show, si c'était pas le cas dans votre premier message. On est preneur la plupart du temps. On fait le max pour inviter le plus de monde possible tout en laissant les candidatures ouvertes. Le prenez pas mal, évidemment, hein, si on vous contacte pas, c'est un peu la loterie, voilà, c'est même littéralement la loterie. Mais qui ne tente rien n'a rien, donc lancez-vous. Et puis bon, on n'a pas des faux invités. Enfin, tous les invités sont des auditeurs et pas tous nos amis. On vous ment pas. Astrid, elle est là, elle a candidaté Tout et elle à a fait. participé à l'émission. Ça fonctionne. La loterie fonctionne. On espère que tu regrettes pas. Pas du tout. C'était trop chouette. Exactement ce que j'avais imaginé. C'est comme vous écouter à la maison, quoi. Donc c'est trop bien. Et est-ce que je peux faire une toute petite dédicace? Allez, la case dédiée. Ouais, casse dédiée façon M6 là. C'est juste je fais une petite dédicace à Anouk qui donc est une amie à moi qui écoute le podcast aussi. Et voilà, je lui fais un gros bisou. Eh oui, elle est pas au courant, c'est ça? Non, je lui ai pas dit.
Et ouais, bah, ça va lui faire la petite surprise, c'est cool. Voilà. Et bah, Astrid, tu vas rester avec nous pour un petit after show sur les livres audio Harry Potter. On va parler, de cette façon de, bah, pas de lire, mais du coup d'écouter les livres parce que, on a plusieurs options maintenant avec, plusieurs formats de livres audio. On va en parler un petit peu, notre rapport aux livres audio, ça va être cool. Ça, c'est pour l'after show sur Patreon avec un abonnement. On finit comme toujours par citer les tipeurs qui ont choisi de continuer à nous soutenir sur cette plateforme historique de la fréquence. Et on a rencontré une tipeuse en invité. Bah oui, avec Dispirit, il y a C'est 15 jours. incroyable. Mais oui. C'est incroyable. Merci justement à Maureen, Sin Serpentard, Le Dim, Strix Nebulosa, Quentin, Kia, Pamela, Aurélien, Poki Pumpkinston, Marinette, Errol, Sophie, James, Dispirit, Coucou Virginie, Chloé, Bispac et Corsetilou. Quant à nous, on se retrouve soit en after show, soit pour le prochain chapitre qui s'intitule Au-delà du voile. Ça y est, on approche de la fin fatidique du tome 5 et on va chialer. Ça va chialax. Mais on a un peu de répit avant d'en arriver là. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut. Salut. Un chialax dans les chaumières.